Salut tout le monde, bienvenue à un épisode du Balado. Franchement, c'est toujours Maryl qui vous parle, comme à votre habitude. Cette semaine, j'ai un bel épisode à vous présenter parce que j'ai parlé de sexologie avec André et Rosie qui ont le Balado Apéro Sexo. Le nom le dit, hein? Sexo, ça peut vous donner une petite idée. C'est deux professionnels en sexologie et on a jasé, entre autres, de l'amour dans les fictions, des représentations amoureuses dans les médias de masse, les médias populaires. Ça a été vraiment un super bel épisode. Et encore une fois, l'épisode a été présenté par Eros et compagnie. Donc, au milieu environ de l'émission, je leur pose la question franchement intime. Vous voulez pas manquer ça. Ça a été vraiment très intéressant. Et si jamais vous voulez avoir un 15% de rabais sur vos prochaines commandes, vous pouvez le faire avec le code franchement15. Donc, j'en dis pas plus, mais j'ai vraiment aimé tourner cet épisode-là. Même que si vous aimez ça, vous me le direz si vous voulez une partie 2 dans les commentaires parce que les filles étaient bien intéressées à revenir me jaser. Bon, l'intro est assez longue. Je vous laisse maintenant pour qu'on parle franchement d'amour dans les fictions. Bonne écoute! Ben, je commence ça tout de suite, les filles. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Pour commencer, pour mettre la table tranquillement, parlez-moi un peu de vous. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Puis pourquoi je vous aurais invité aujourd'hui pour parler d'un sujet plus sexo? Ben, Rosie puis moi, on est les animatrices du podcast Apéro Sexo. Puis on fait aussi de l'éducation à la sexualité en ligne. Fait que je pense que c'est pour ça que tu nous as invités aujourd'hui. On espère. Ouais, c'est ça. On a commencé ça. En fait, ça fait 4 ans qu'on fait de l'éducation à la sexualité puis la vulgarisation en ligne. Mais on a commencé Apéro Sexo il y a 1 an. Ouais, un an. Ça va faire 1 an. Ouais. Fait que, ouais, on tripe vraiment. Parce que vous, Apéro Sexo, c'est ça, c'est comme une page Instagram. C'est ça. Où vous faites de l'éducation sexuelle. Ouais. Puis ça, tu dis, ça fait 4 ans que vous avez commencé. En fait, avant, c'était la même page, mais c'est sous un autre nom. Okay. Ça s'appelait Les Déculottés dans le temps. Ouais. Puis c'était très... j'allais dire boboche, mais tu sais, on y mettait un peu de temps, mais comme jamais comme en ce moment, tu sais. C'est ça, ouais. Fait que il y avait sûrement le monde du bac qui nous suivait, puis that's it. C'est ça. Après, on a fini nos études, on s'est dit, OK, on va lancer le podcast. Et que ça faisait une couple d'années que ça mijotait, mais on voulait... Je pense qu'on allait se sentir trop imposteur si on n'avait pas fini nos études. Fait qu'on a comme attendu, mais aussi pour développer notre amitié. Ouais. Parce que... Voir comment on travaille ensemble aussi, là, si ça fonctionne. Oui. Et parce qu'on s'est juste rencontrés au début du bac. On était très fusionnels, là, On mais... savait que l'amitié, ça fonctionnait, mais comme en tant que collègue, tu sais. C'est ça. C'est deux choses différentes, hein, ouais, oui. absolument. Fait que Franchement, ça va super bien. Oui, ça va très bien. Mais ça reste qu'on a vraiment comme été capable de séparer aussi les deux. Tu sais, des fois, on se voit pour être amis, des fois, on se voit pour travailler. Ouais. Ce qu'on n'avait pas fait avant, évidemment. Ouais. Fait que c'est ça. Apéro Sexo, c'est à la base notre amitié, puis on parle de nos connaissances qu'on a appris au bac. Ouais, c'est ça, on veut les rendre accessibles le plus possible. C'est un peu ça notre mission. Ouais, c'est ça qu'on s'est rendu compte au bac. On était comme, on apprend des trucs tellement de base et personne n'a accès à ça. Ça a comme pas de bon sens. Tu sais, on devrait pas avoir à comme payer des sessions universitaires puis se rendre à l'université pour apprendre sur les relations humaines, sur la sexualité, sur sa santé sexuelle. C'est comme, ça devrait être vraiment accessible. Fait que c'est un peu comme ce qu'on essaie de faire à travers des petites blagues puis du vécu expérientiel. Mais il y a toujours un fond de notre bac, de nos études. Oui, dans le fond. Oui, c'est éducatif aussi, ouais, là, ça a des fins éducatives. Puis si vous avez commencé ça, la page il y a 4 ans, ça veut dire que ça, vous avez commencé pendant vos études. Exact. Oui, au début, première année. Ouais. Première session, genre au mois d'octobre, un enfant de même. Ouais. On mettait pas nos faces, rien. Là. C'était vraiment comme des petits posts. Avec Canva, genre très... C'est ça. On commençait, mais on est contente d'avoir vécu ça dans une passe où... premièrement, tu sais, on avait moins de temps puis tout, mais on est content de l'avoir vécu puis ça nous a comme appris à savoir quoi faire aussi sur les réseaux. Tu sais, on n'est pas des créatrices de contenu à la base, on n'avait pas travaillé là-dedans. Fait qu'on est contente d'avoir comme passé par là pour pouvoir offrir ce qu'on offre maintenant. Et de savoir ce qui marche pas aussi. Ça reste que c'est un sujet quand même... je vais pas dire tabou, là, je pense qu'il l'est de moins en moins, mais ça reste qu'il l'est encore à certains égards. Oui, c'est tabou, on peut le dire. Oui, c'est tabou, là. Fait que c'est ça, de la façon dont aussi de devenir à l'aise devant la caméra, tu sais, ça a été... On était tellement gênés au début qu'on mettait nos faces. Ah ouais? Ben oui, vraiment. oh mon Dieu. Ben nous deux, on n'avait jamais fait ça, là, tu sais. Fait que on était comme, on le fait apprendre à faire un reel, apprendre à faire une story, tu sais. Ouais. Puis avec le temps, on est devenus super à l'aise, puis... Et vous avez un balado aujourd'hui, fait que j'ose croire que vous êtes quand même plus à l'aise. Oui, absolument. Le premier, là, je vous ai écouté le premier pour être sûre de savoir qu'est-ce que... Parce que j'en ai écouté d'autres, mais le premier, c'est quand même important.
Et je vous sentais au début toute fébrile. Ben oui. C'est normal. Est-ce que là, sans dire que vous preniez pas plaisir à ce balado-là au début, mais est-ce que là, vous prenez vraiment plaisir à faire ces enregistrements-là? Je pense qu'on est moins stressé avec le temps aussi. Il y a autant de préparation qui va dans nos épisodes, mais comme Rosie dit, on est vraiment plus à l'aise, que ce soit devant la caméra, avec les gens qu'on invite aussi. Le premier épisode, on avait comme... on savait pas dans quoi on se lançait. On était comment on va faire un balado, ça prend juste 2 micros. Allez hop, c'est parti. Et boy, vraiment pas. Il y a beaucoup de choses à faire qu'on voit pas, qu'on remarque pas. Là. Ouais, vraiment. Fait que, non, je pense qu'on a appris sur le tas, mettons, comme on dit. Puis la qualité de nos épisodes, du contenu, puis notre assurance, notre confiance s'y prend avec le temps. On a toujours eu autant de plaisir, mais le plaisir prend plus de place parce qu'on a moins de stress maintenant. Ouais. Fait que, bien dit. Quand on ouvre les micros, genre, on aime ça, on est contente, ça fait du bien, puis on se rend compte qu'on devient un peu des personnages. Genre, tu sais, c'est comme notre personnage apéro-sexo. Qu'on est plus ouverte, genre des fois dans la façon dont on parle aussi. Fait que je pense que c'est avec les épisodes, tu sais, c'est devenu comme meilleur, plus travaillé, mais c'est juste parce qu'on le fait, tu sais. Là, on est déjà à mi-saison 2, mettons. Quand même, ça va vite aussi. Là, puis à force d'en faire, c'est de la pratique. Oui, absolument. Une fois par semaine. Oui, c'est ça, ça va quand même vite. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est là qu'on est rendu. Très intéressant, les filles. Fait que les personnes qui vous suivaient peut-être pas encore, on va vous reploguer à la fin de l'épisode, évidemment, mais vous pouvez le faire sur le compte Instagram de Apéro. Apéro Sexo, c'est-tu balado podcast? C'est apéro.sexo. Ouais, c'est tout. On avait 2 comptes, en ce que c'est compliqué. Maintenant, on s'est juste concentré sur le même compte. Ouais. Puis, c'est ça, on fait aussi de l'éducation quotidienne sur Apéro Sexo. Fait que, on va s'abonner, là, si c'est pas encore fait. Oui, on va vous aider là, dans votre vie intime. Là. Je pense que je suis juste abonnée à celui du balado. Ça se peut dire. Faut changer. Je dis aux gens de s'abonner, puis moi non plus, je le suis pas. Bon, je vais aller voir pour être sûre que je suis abonnée à la fin de l'épisode. Les filles, je vous reçois parce que, oui, je vais parler de sexologie et tout, mais spécialement de les représentations amoureuses dans les fictions. Ouais. Bon, fiction, télé, magazine, médias de masse, séries, films. Romans, peu importe. Je commence avec quand même une pas pire question, mais je veux savoir, est-ce que selon vous, les représentations amoureuses sont assez diversifiées dans justement les fictions, les médias de masse? Non, la réponse va être facile. Ouais, la réponse est non. Ouais, ça va de mieux en mieux. On peut dire ça de n'importe quoi, mais en ce moment, si on parle aujourd'hui, non, il y en a pas assez. C'est vraiment une infime partie. Tant qu'on parle de diversité sexuelle, que de diversité de configuration relationnelle, que de diversité juste physique, de diversité corporelle, il y en a pas assez. Ouais, juste diversité au terme large. Ouais. Puis ça va de mieux en mieux, mais est-ce que vous pensez que... Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, mettons, que je pense entre autres à Catherine Levac en ce moment, mais tu sais, que d'avoir eu ces exemples-là plus jeunes, elle se serait rendue compte que la normalité, ça peut être n'importe quoi au final. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça aiderait encore plus d'en avoir encore plus? Oui, je pense que c'est tout le pouvoir de la représentation. Là. Ouais. Ça permet justement de voir des gens s'exprimer en tant qu'eux-mêmes, puis de s'identifier, puis de se dire, OK, ben je peux aussi participer à cette expression de soi, puis je peux être moi-même à travers ça. Fait que c'est un peu le pouvoir des représentations, puis on le voit avec le contraire, tu sais, comme quand il y a moins de représentation, ben, tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de coming out, puis il y a de plus en plus de gens qui s'expriment en étant eux-mêmes en société, puis dans les médias, puis de manière publique, c'est parce qu'il y en a plus de représentation, puis c'est comme un cercle vicieux, mais positif, là, mettons. Ouais. Ouais. Puis, mais il y en a quand même, tu sais, sur les réseaux, puis c'est pour ça qu'on voit, c'est que, tu sais, sur les... mettons, Instagram, tu sais, il y en a de plus en plus. Oui. Encore une fois, pas assez, mais ça fait du bien aux gens de s'identifier à une communauté. Ouais. Ça fait du bien d'avoir des modèles, tu sais, de relate à quelqu'un. Vraiment. On le voit, tu sais, dans les séries, quand on écoute une série puis qu'on s'attache à quelqu'un, c'est pas la même chose, tu sais. Ouais. Fait que c'est dommage qu'il n'y en ait pas pour tout le monde. Ouais. Oui, puis qu'il n'y en ait pas encore assez. Ouais. Puis je sais pas si vous avez lu, entre autres, l'essai de India Desjardins. Non, j'ai pas eu la chance, mais j'en ai entendu parler. Ouais, Monsieur Big et la glorification des amours toxiques. Puis, en gros, elle montre les représentations amoureuses dans Sex and the City, que c'est vraiment un amour toxique. Oui, là. tout à fait. Ouais. Puis de voir les effets que ça a sur les gens. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit, qu'on peut étudier? Est-ce qu'on en parle dans les cours de sexologie à l'université de ces représentations-là? Non, on parle pas. Le programme de sexologie est assez comme strict. On a un parcours assez rigide, là, puis on a comme quelques choix de cours ici et là, mais assez limitatif. L'histoire du cinéma, l'histoire de la culture populaire est moins présente. Fait qu'il serait plus dans les parcours de sociaux, mettons. Oui.
on a parlé un peu de cinéma dans mes cours de sociologie queer, de homosexualité, société. On en a parlé un peu, mais pas sous cette trame-là des relations amoureuses qui seraient super intéressantes, selon moi, à venir étudier. Ouais, on a des cours sur les relations, sur la communication, puis tout ça, mais sans entrer dans les détails des représentations. Mais après, t'es capable de faire une association, là. Mais le problème, c'est c'est social, là. On vit tout. On regarde toute la même affaire, fait qu'on est, on normalise ce genre de comportement, ce genre de relation. Puis après, ce qui est pas facile, c'est que si t'as pas les connaissances, c'est difficile d'être critique par rapport à ça. On a eu un cours justement sur les violences. Comment il s'appelait ce cours-là? Victimologie? Oui, victimologie, qui parlait de toutes les violences sexuelles dans les relations puis tout. Puis il y en a beaucoup qui se reconnaissaient. On a quand même des amis en sexo à qui on jasait. Puis tu te rends compte quand tu étudies les relations humaines que des fois, t'en es victime ou au contraire, que t'en perpétues. Qu'est-ce que vous voulez dire? Par exemple, si on parle de coercition sexuelle. Fait que ça, c'est un truc qu'on commence un peu à en parler, mais tu sais, c'est de manipuler ta partenaire à avoir une relation sexuelle avec toi. Fait que ça peut être aussi subtil que mais ça fait longtemps qu'on faire a pas la baboune quand on te fait dire non. C'est ça. Ouais, juste comme, tu veux jamais. C'est ça. Tu sais, des genres de petites phrases que à l'adolescence, je suis comme, j'en ai vécu, puis deux, je l'ai perprété aussi, tu sais. Puis tu t'en rends pas compte si tu t'éduques pas parce que les représentations te montrent que c'est correct, puis c'est accepté. Puis là, je me permets de répéter, vous êtes super clair, mais juste au cas où, mais les représentations, donc, dans les films, les séries, les livres qu'on lit, qu'on regarde, c'est ça qu'on voit, donc automatiquement, on associerait ça à la normalité. Absolument. Et là, on le referait, c'est ça? C'est ça. C'est un peu l'apprentissage par modèle, genre, mettons. Puis c'est inconscient, c'est ça le problème. Fait qu'après, tu vois ça dans tes relations, t'es comme, c'est normal. C'est normal que je me force pour mon partenaire, même si moi, j'en ai pas envie. Puis à quel point on est capable de nommer sur les doigts de notre main les pré-représentations du consentement. Jamais, ça arrive pas. C'est vrai, que t'as vu des personnages demander à leur partenaire sexuel « Est-ce que ça te fait plaisir? Qu'est-ce que je suis en train de faire? » Tu sais, sans que ça Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux t'embrasser à cet endroit-là? Tu sais, il y en a pas. Les films, on voit pas ça, là, dans les livres encore moins, là. C'est genre, et là, il me jette sur le lit. Puis c'est ça. Puis après, on en parle comme si, mais là, c'est bizarre, comment j'introduis ça? Parce qu'on n'en a pas de représentation saine de comment l'introduire. Après, tu regardes la porno, même affaire, ils parlent pas, c'est en silence, là. Fait que, tu sais, tu sais pas comment faire, t'arrives dans une relation, puis t'es perdu, là. Tu sais, le bac en sexo, oui, professionnellement, ça nous a aidés, évidemment, mais personnellement, beaucoup. Tu sais, moi, je repensais à des relations, j'étais comme, oh mon Dieu! Voir que j'apprends ça à 25 ans, tu sais. Si t'as jamais vu le consentement sous le prisme de quelque chose d'érotique qui peut être inscrit dans quelque chose de sensuel, puis une relation sexuelle, tu sais, comme d'une manière belle, puis sexy, puis ça donne envie, t'as jamais eu de représentation de ça, ben là, vient un discours où, demander le consentement, ça brise le mood. Demander le consentement, ça tu sais, c'est pas sexy, ça va casser l'ambiance, parce qu'on l'a jamais vu. Puis j'ai cherché, puis j'ai demandé à mes amis, en préparation à l'épisode, est-ce que vous avez comme des idées de séries, de films où le consentement était représenté de manière explicite? J'ai juste un exemple, ça s'appelle Normal People, qui est une série qui est sortie genre en 2020, je pense. Ouais, c'est quand même récent. Puis dans les tout premiers épisodes, on voit une relation sexuelle entre les deux personnages. Puis c'est la première fois que je voyais un consentement demandé de manière explicite. Puis moi, tu sais, on étudiait en éducation à la sexualité, je voyais ça, j'avais les larmes aux yeux, là. J'étais comme, oh mon Dieu, voir que je vois ça dans ma vingtaine pour la première fois, puis que c'est aussi beau. Fait que non, le bare minimum, il en manque, là, vraiment. Le bare minimum, demain, on est genre, oh my God, c'est incroyable, wow! Mais ça devrait toujours être ça. Puis non seulement c'est pas représenté, c'est glorifié qu'il en aide pas. Oui! Je pense que c'est là le problème aussi, parce que bon, la non-représentation. Puis c'est vous les professionnels en Lévis. Fait que je dis quelque chose, vous me reprenez si je dis quelque chose qui a pas de bon sens. Mais tu sais, on est mindé. Je me rappelle même plus ce que je voulais dire, mais dans le sens où on est mindé à se dire que ça ou ça, c'est sexy ou ça c'est pas sexy. Puis je pense que c'est juste que ça nous fait comme mélanger. On sait plus quoi croire. On sait plus qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qu'on doit faire pour de vrai, qu'est-ce que moi j'ai le goût de faire. C'est des choses qui se perdent. On en voit tellement de comme, tu sais, juste comme s'embrasser où, tu sais, il y a aucun... Il y a rien qui se passe, rien se dit. Quelqu'un s'approche, l'autre se recule un peu, puis il s'embrasse quand même. Tu sais, il y a comme ce genre de représentation. C'est super subtil. Ou le baiser volé, là, le fameux de juste... moi, puis on regardait tous les films de genre Hannah Montana, puis on est tombé sur un film de Miley Cyrus où comme... tu sais, c'est juste, il va la couper en plein milieu d'une phrase puis l'embrasser, genre. Oui. Tu sais, comme ça, on le voit beaucoup dans les films. Mettons, on a deux personnages qui vont être en chicane, qui vont être en conflit, puis pour taire le conflit, ils veulent l'embrasser passionnément. Passionnément. Puis c'est vu comme un acte
de super romantique, tu sais. Ouais. Ben, honnêtement, oui, là, puis je pense que vous êtes capable de le dire vous aussi, mais à l'adolescence, là, t'écoutais ça, puis c'était comme, wow. c'est comme, ils s'aiment tellement. Ouais. Ouais. Crime, être en train de te communiquer qu'est-ce qui fonctionne pas, ou il est en train de te communiquer ce qui fonctionne pas, puis l'autre personne, Ouais. pour te taire, tu sais, c'est complètement. Oui, non, mais c'est quand tu y bizarre. penses pas, tu vois ça, puis tu vois ça dans plein de séries, dans plein de films. Dans puis tout, en fait. C'est ça. Puis tu sais, la socialisation de la société va nous impacter comme personne. Ça se fait pas de façon comme que t'es conscient de tout, là. Tu sais, ce genre de choses-là. À l'adolescence, c'est pas le jugement critique que t'as à l'âge adulte non plus. Puis tu sais, même t'as à pas l'âge les mêmes outils. adulte, si on n'avait pas eu le bac en sexto puis parlé de ce genre de choses-là, j'aurais pas regardé les films de cet œil-là. Fait que c'est ça qui est spécial. Ouais. Ça devient difficile maintenant qu'on a un bac, on regarde des films puis on est plus capable de les apprécier autant parce qu'on est comme oh mon Dieu, mais c'est horrible. Tous les films avec lesquels j'ai grandi, les rom-coms, les coming-of-age movies, on les regarde puis on se dit oh, mais c'est les relations les plus toxiques que j'ai jamais vues de ma vie. Là. Je m'en rappelle plus qu'est-ce qu'on regardait la semaine passée, mais on était comme ben non, ça se peut pas, ça n'a pas de bon sens. Genre. Je pense qu'on a regardé les High School Musical, genre de quoi de même. Oui, mais un autre affaire la semaine d'après, puis je m'en rappelle plus c'était quoi, puis t'étais comme c'était mon film préféré quand j'étais ado, puis t'es comme mais voir que. Voir que c'est ça qui se passe pour vrai, Ouais, puis qu'on s'en rend pas compte. Ouais, Puis on s'en rend pas compte parce qu'encore une fois, c'est normalisé. Ben oui, absolument. C'est quoi, en avez-vous justement en tête des films qu'on aime tous, bien connus? Mais moi, j'ai le premier qui vient en tête, c'est genre Twilight. Là. Le truc le plus comme toxique dans Twilight, c'est à un moment donné, je pense que Edward, il dit à Bella, I like watching you sleep. Puis là, on comprend qu'il vient dans sa chambre toutes les nuits pour la regarder dormir. Puis là, t'es comme, OK, non, c'est parce que c'est illégal. Là. Là, on parle de. Non, là, genre, ça va pas du tout. Puis tu sais, t'écoutes ça. Moi, je me rappelle, j'écoutais ça, j'avais 14 ans, j'étais comme, oh my God, genre, il peut pas romance s'empêcher. vampire. Genre, wow, comme j'aimerais ça que quelqu'un rentre dans ma chambre la nuit puis me regarde dormir parce qu'il est tellement devoted. Hey! Genre, il va en prison, là, ça arrive dans la vraie vie, là. Ouais. Tu sais, C'est comme quelle représentation terrible. Ouais, c'est du stalking, genre, puis t'es comme ça Exactement. marche pas, là. Oh, Puis ouais. non seulement une représentation terrible, mais ça me montre un exemple complètement faux. Tu peux pas faire ça dans la vie. Puis après, Ouais. on se demande pourquoi il y a des gens qui font des affaires complètement atroces. Ouais, mais on le voit souvent, le stalking for love, là, dans beaucoup de films de super-héros. Genre, le super-héros va utiliser son super-pouvoir. Mettons, Spider-Man va s'accrocher sur un immeuble pour regarder à travers la fenêtre de comme ça. Ah. La personne qui convoite, ou genre, je pense que Superman, genre, il peut regarder à travers les vêtements, genre, de quoi de même, là, tu sais. On le voit souvent dans les films de super-héros, films de science-fiction, où il y a une trope où, mettons, t'auras un personnage principal éternel, célibataire, puis là, tout d'un coup, sa voisine, une nouvelle personne dans le quartier, puis étrangement, son voisin, donc il peut regarder à travers sa fenêtre. Ça, c'est quelque Oui, chose qu'on ça, voit on voit beaucoup dans tout le les temps. rom-coms. Ouais. Puis c'est du stalking, c'est du voyeurisme. Et puis je m'en étais jamais rendu compte. Ouais. Mais Mais complètement. c'est ça, c'est comme quand t'apprends, puis tu regardes sur une différente perspective, puis c'est pas genre... C'est pas normal qu'on parle de ça comme à l'université. C'est ça qu'on s'est rendu compte, Ouais. d'où la raison du balado, puis tout ça. Mais si tu te rends compte à quel point tu t'es fait comme entourlouper toute ta vie, puis que c'est normal qu'en ce moment, il y ait autant de relations malsaines. Puis que les gens le savent même pas. Ouais. Tu sais, on reçoit beaucoup de DM sur Apéro, dont genre, hey, je pense que je suis en relation toxique, mais je sais pas trop, tu Je sais. suis pas sûre. C'est ça. C'est comme si on attend, c'est quoi? On attend que la personne frappe dans un mur. Ouais. On attend qu'elle nous bouscule Ouais. pour faire comme ah, là, c'est peut-être toxique. Ouais, qui est on différencie la violence subtile de la violence explicite. La violence subtile, Ouais. par exemple, il y a le gaslight, comme Rosie parlait plus tôt, ça, c'en est une. Moi, je parle de la coercition. De la coercition, mais Ouais. le gaslight, c'en est, tu sais, de la manipulation émotive, des trucs comme ça, qui sont des signes de relations toxiques, mais les seules fois où on va comme voir une relation comme étant une relation qui va être identifiée comme toxique à l'écran, ça va être souvent une violence explicite, physique. Donc, Là, je- explicite, c'est automatiquement physique. Ben, tu sais, que c'est Ben, ça peut être, représenté, je crie après quelqu'un. Tu sais, c'est comme c'est clair, là. Ouais. C'est vraiment violent. tu sais. Ouais, exact. versus Ok. du gaslight qui est comme, mettons que tu parles avec ta partenaire, puis non, mais t'as dit ça la semaine passée. Tu sais, t'essaies de modifier le discours, t'essaies de faire croire à la personne quelque chose. Tu sais, Ouais. tu vas pas nécessairement le voir que c'est de la violence, puis surtout si c'est persistant, puis c'est quelque chose qui est Attends. Qui est un pattern. là. Ouais, qui est un pattern. Tu sais, on parle pas de ça, là, tu sais. Quand on voit des relations malsaines à la télé, c'est de la violence conjugale, de crier après quelqu'un. Ouais. Puis c'est pas ça, la vraie violence la plus présente dans les relations. Il y en a, évidemment, mais c'est pas juste ça, tu sais. Ouais. Puis c'est pas ça qui est le plus prédominant non plus. Si je peux faire une recommandation de film là, qui vient de me popper en tête, je suis allée voir au cinéma Solo, puis là, je me rappelle plus le nom. Oui. En tout cas, qui est un Avec Théodore Pellerin. Oui, exactement, qui est une représentation. Tu sais, je suis allée voir ça, j'étais comme, ça va être un film de drague. Finalement, non, c'est un film qui parle de relations toxiques puis qui démontre très clairement comment du gaslighting, de la jalousie, de la possessivité peut s'immiscer dans une relation. Ok. Puis c'est dépeint avec une lunette qui dénonce ce genre de comportement-là. Fait que ça, c'est un film récemment que j'ai vu dans la dernière année que j'étais comme,
c'est très clairement une relation toxique et c'est montré comme tel. Puis j'ai trouvé ça rafraîchissant, même si c'est une histoire un peu, tu sais, comme tragique, là, c'est un drame, mais ouais. Mais rafraîchissant parce que, pour une fois, c'est démontré vraiment réellement. C'est ça. Il n'y a pas de flafla, puis de... Ben peut-être, c'est un film, mais la relation toxique, elle est définie comme relation toxique et non comme romantisme, mettons. Tout à fait. Comme on peut voir dans certains rom-coms, la jalousie qui va être représentée comme une preuve d'amour, mais la possessivité. Genre, tu sais, le genre de choses que tu vois ça, puis quand t'es jeune, t'es comme... Ah, c'est beau, tu sais. Puis même à ce jour, la jalousie, les gens n'arrivent pas à voir comme le côté toxique, tu sais, de ça. Mais comme, c'est pas normal, tu sais. Que ton chum te laisse pas chiller avec tes amis. C'est comme... Mais bravo, on a vu ça pendant des années. Fait que c'est sûr qu'on a de la misère à mettre le doigt dessus, tu sais. Fait que c'est grave, là. On dirait, je me vois encore comme à 15-16 ans dans les premiers parties tout seul, parler avec mes amis. Puis, tu sais, là, il y en a qui commencent à avoir des petits chums, des petites blondes. Puis là... Je me rappelle dire, moi, je veux pas que mon chum soit possessif, mais tu sais, montre-moi là un peu quand même que tu cares. Ouais. Fait qu'au final, pour nous, c'est romantique. Ben oui. On associe la possessivité à ben c'est parce que comme il m'admire, il m'aime, il veut m'avoir lui, tu sais, tout à moi. Tu sais, c'est vraiment. Ben on voit vraiment les relations amoureuses aussi comme la relation la plus importante. Dans ta vie, ton chum, ta blonde, ça va être ta personne. On glorifie le soulmate. Fait que c'est aussi une autre façon de voir les relations malsaines. Tu sais, il y a du monde qui tombe en couple que leurs amis n'existent plus, tu sais. Mais c'est ça qui est démontré à la télé. La fusion est glorifiée et romantisée. Qu'on s'aime tellement qu'on veut passer tout notre temps ensemble. Puis ces gens-là deviennent presque une personne, tu sais. Puis c'est encore une fois, c'est romantisé, puis ça devrait être la norme. C'est ça que si là, t'es pas comme ça avec ton chum ou avec ta blonde, mais est-ce que vous vous aimez vraiment, tu sais? Oui, ça peut être full subtil la manière dont c'est montré cette espèce de tu es incomplet sans ta moitié, là. Je pense à des films comme genre Wedding Planner ou en tout cas, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais où tu vas avoir une femme comme carriériste, éternelle célibataire, un peu, qui comme has her shit together, elle travaille, tu sais, girl boss, c'est vraiment début des années 2010, le genre de film. Puis, mais sa vie est incomplète. Elle est trop sévère, elle est trop froide. Il lui faut un homme dans sa vie. Puis la trope du film, ça va être qu'il y aura un homme qui va rentrer dans sa vie puis l'attendrir. Puis on le voit aussi avec le contraire, là, d'un homme très carriériste, puis là, tout d'un coup, une femme rentre dans sa vie puis l'attendrit. Mais, tu sais, c'est subtil comme trope, mais on le voit vraiment souvent. Puis ça passe un message que, ben, t'es incomplet. Tu seras jamais totalement heureux sans une moitié. Fait qu'encore une fois, ça envoie le message que, ben, pour être vraiment heureux dans la vie, il faut que tu trouves un partenaire. Fait que le célibat... c'est pas quelque chose qui est glorifié. T'es tout le temps en attente. Si t'es célibataire, t'es en attente de trouver quelqu'un. C'est tout le temps ça, tu sais. Puis c'est difficile, là. André puis moi, en ce moment, on est célibataire puis on travaille sur nous en maudit pour se dire comme... Hey, je suis bien tout seul, tu sais. Puis le problème avec ça, c'est que cette vision-là de comme le célibat n'est pas une période glorieuse dans une vie, c'est qu'après, tu finis par vouloir, tu sais, rapidement tomber en couple, peut-être pas des relations super saines, tu sais, au contraire, parce que tu veux combler un vide. Rapidement, le plus vite possible. C'est ça qu'on voit, que ta partenaire devrait combler un vide au lieu d'être un ajout positif. Mais oui. Puis tu sais, moi, quand j'ai comme compris ça, je me suis questionnée des partenaires que j'ai eu dans ma vie, puis je suis comme, c'est vrai, tu sais, à ce moment-là, j'avais moins confiance en moi, mais cette personne-là me glorifiait tellement, me mettait sur un piédestal que ça me faisait du bien. Au lieu de me dire... cette personne-là peut juste être un ajout à ma vie, tu sais. Ou quand on parle des critères, tu sais, c'est un truc qu'on parle souvent, genre, c'est quoi tes critères pour quelqu'un? C'est vrai, ouais. Puis quand tu y penses, souvent les critères que tu nommes, c'est des trucs que toi, t'as pas. Tu sais, mettons, pendant un bout, j'étais comme, moi, là, je veux quelqu'un là, de carriériste, blablabla, parce que moi, j'arrivais pas à l'être. Puis quand j'ai décidé que je mettais cette énergie-là sur moi, tu cherches quelque chose de tellement plus sain parce que tu viens pas combler un vide que t'as chez toi, tu sais. Ça, c'est un exemple qui rentre dans ta vie est... Tu te considères toi-même comme à part entière, comme étant capable d'aller chercher les qualités que tu voudrais aller chercher chez les autres, puis tu considères aussi tes partenaires comme étant à part entière. Fait que c'est un ajout super positif à ta vie, mais ça vient pas combler un vide. Puis la relation est dans ses fondements plus sains de cette manière-là. C'est ça. Puis est-ce que, je sais pas, mais est-ce que quand il y a rupture, si rupture il y a, c'est plus sain aussi, si les personnes à la base sont complètes? Évidemment, tu sais, quand t'es en rupture puis t'entends comme, j'ai perdu genre la moitié de moi, là. Tu sais, des fois, c'est le genre de phrase qu'on entend. Identitaire avec la rupture, Puis même moi, dans ma première relation, quand j'étais en rupture, ça a été énormément difficile parce que on était donc bien fusionnels, puis cette personne-là m'apportait tout ce que moi, j'avais pas.
Fait que, tu sais, c'est comme un casse-tête, là. J'étais comme, ensemble, on est complet. Fait que quand ça s'est terminé, tu tombes en mini-crise identitaire. Ben, tu te cherches, je sais Ben pas oui. qui, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je faisais C'est ça. avant que cette personne-là soit dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime vraiment? J'aime-tu ça faire du vélo ou dans le fond, je faisais du vélo parce que lui ou elle en faisait, tu sais? Exact. Fait que c'est là que tu te permets de te poser les bonnes questions. Puis c'est normal d'être triste dans les ruptures, même si cette personne-là était juste un ajout. Mais c'est beaucoup moins profondément blessant parce que t'es capable d'être... Tu sais, t'es bien seule, tu sais. C'est la première fois de ma vie que je suis plus longtemps que 6 mois seule. Puis je suis comme, ben tout seul, je suis correct. Tu sais, je suis bien seule. Fait que si je me retrouve dans une rupture plus tard, je vais me rappeler de moi quand je suis célibataire que je suis bien. Tu sais, c'est ça que j'avais pas eu par le passé. Fait que j'étais tout le temps, on dirait, en l'attente de trouver ma personne qui va justement combler ces vides-là. Puis tu sais, oui, il y a le bac qui nous a aidé à se poser les bonnes questions, mais aller en thérapie, la gang, là. Genre, oui, c'est ça, là, tu sais. Même... Vas-y. Ben, j'allais juste dire que, tu sais, même si j'étais au bac en sexo puis j'apprenais des affaires, j'étais comme, OK, mais comment je les applique à ma vie, tu sais? Fait que là, j'ai vu un psy puis ça fait 3 ans puis ça m'a tellement aidé à, tu sais, avoir ces patterns-là que j'avais, à me poser des questions sur mes anciens partenaires. Fait que j'ai l'impression que maintenant, si je recherche quelqu'un pour être dans ma vie, ça va être tellement plus sain, tellement plus positif. Puis c'est pas le genre de choses que si tu fais pas ce travail-là d'introspection que tu réalises, tu sais. Puis c'est normal, justement, à cause de toutes les représentations qu'on a. Fait que... Puis encore là, tu sais, Rosie a parlé de thérapie, je rebondis là-dessus en disant, étant donné que les connaissances sur les relations interpersonnelles qu'on apprend au bac sont pas accessibles, les gens qui ont pas accès à la thérapie parce que les attentes sont énormes, parce que c'est dispendieux, ben, ils ont pas, tu sais, y en a-tu vraiment des belles représentations à la télé dans les médias populaires, des relations saines? C'est un peu le travail que Rosie et moi, on essaie de faire parce qu'on sait que c'est pas accessible à tous. Fait que les représentations à la télé jouent pour beaucoup dans la manière dont on va rentrer en relation avec les gens. Encore une fois, un peu apprentissage par modèle. Mais ça serait la télé, les réseaux sociaux, je veux dire, on a juste à penser le nombre de temps qu'on est devant notre ordi, devant notre cell, sur les réseaux sociaux, à regarder des séries. Évidemment que ça nous affecte. Là, on n'apprend rien à personne. Là. Le problème, c'est que si ça t'affecte, il faut que tu penses aussi ce qui t'affecte de façon négativement. Parce que oui, ça nous affecte aussi positivement. Mais quand on parle de ces genres de patterns, des relations, de la sexualité représentée, tu peux commencer à critiquer aussi ce que tu vois, tu sais. Mais pour ça, il faut que tu ailles un peu d'éducation sur le sujet. Ça peut se faire de différentes façons. Pas obligé de faire un bac en sexo pour avoir ça. T'sais. Ben non, totalement. Puis après, tu sais, on va bien plus loin que ça. Là, les personnes, tu sais, quand tu développes ta pensée critique en vieillissant, tranquillement, là, on dirait les premières choses à quoi tu crois, puis bon, tes valeurs, ton système, bon, ça, de valeurs et tout, ben c'est ta famille, souvent. Tu reprends les mêmes choses. Ben oui. Fait qu'après, c'est en vieillissant, d'avoir accès à assez de choses, assez de connaissances, assez de modèles éducatifs pour pouvoir être toi-même capable de créer ta propre pensée critique. Tu sais, combien de fois on a entendu nos parents dire quelque chose, puis c'est ça que tu penses pour vrai? Ben oui. Puis comme 4-5 ans plus tard, tu repenses à ça en jasant avec des gens autour de toi, puis t'es comme, ben aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vu, la société qui évolue et tout, tu te rends compte que, ben, hey, je pense tellement pas comme ça, mais c'est automatique. Ben, c'est la même chose pour tout ça pour faire un pont avec, même chose avec les représentations. Ben oui, absolument. C'est ça qui est montré. Puis c'est dur, tu sais, moi, si j'étais restée chez mes parents plus longtemps, c'est sûr que ça t'affecte là, comment tes parents interagissent, puis c'est correct de pas être d'accord avec tes parents, tu sais. C'est ça que je réalise en vieillissant. Ah, mais c'est tough! Ben oui, c'est pas facile. Mais moi, je joue à comme le silence. Je fais juste pas en parler quand je vois qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. Mais oui, c'est pas facile, là. Tu sais, ton modèle parental, c'est ton premier, puis y a pas tout le monde qui a le privilège d'avoir un modèle positif aussi. C'est vrai, fait que, tu sais, je veux dire, moi, je peux même parler de mes parents, mais je veux dire, j'ai été quand même chanceuse dans l'entourage que j'ai eu, mais il y a pas tout le monde que c'est comme ça, là, tu sais. Fait que je faisais mon stage dans une école secondaire, puis je recevais les jeunes, puis tu sais, il y en avait que c'est... Tu sais, tes parents sont pas trop présents pour toi. Tu sais, moi, il y a des affaires qui me disaient, j'étais comme, oh mon Dieu, je peux pas croire que ça va être leur modèle pour plus tard, tu sais. Fait que d'où l'importance de ouvrir la discussion sur ça, mais il y a pas tout le monde qui a ce privilège-là non plus, tu sais. Ben oui, ben d'où après la beauté de votre compte Instagram. mais c'est vrai, il y a beaucoup de monde sûrement que ces connaissances-là, ils peuvent pas les trouver ailleurs. Fait que c'est avec vous qu'ils le font. Fait qu'on essaie de rendre ça le fun quand même, tu sais. Mais non, c'est ça. Le bac, notre parcours nous a comme amené quelque part, mais on s'est surtout rendu compte que quand je parlais avec mes amis, j'étais comme,
ben si t'as pas fait un bac, c'est le genre de pensée que tu peux avoir, tu sais. Là, on parle des relations, mais sur toutes, tu sais. Mon frère, récemment, il m'a appelé. Je pensais que ça, il était comme, pour le dépistage, là, ça marche comment, tu sais? Genre, le genre de truc de base, là, ça, c'est la santé sexuelle, là. Fait que, je veux dire, si j'en avais pas le bac, tu sais, les cliniques de dépistage, je sais pas trop comment ça marche, ça a l'air bien compliqué, blablabla. C'est full simple. Nous, on est bien fans de Prélib, là, mais... c'est le genre de choses. Prélib qui est une clinique. Oui, une clinique de dépistage à Montréal. C'est super simple. Tu prends ton rendez-vous en ligne. Ça coûte comme 15 $ si t'as la RAMQ, me semble. Puis c'est ça. Mais tu sais, des trucs de base, là. C'était juste pour comme ouvrir que, comme, oui, il y a les relations. Parce que tu sais, le bac en sexo, des fois, les gens sont genre, mais qu'est-ce que vous apprenez? C'est très multidisciplinaire. C'est formateur, là. C'est très psycho. Tu sais, il y a de l'anato, il y a de la bio. Mais tu sais, c'est ça. C'est des trucs comme de base, là, de santé sexuelle. Des ITSS, toutes, là. Fait que c'est full un beau bac. On vous le recommande. On recommande ceux On recommande le bac. Ben oui. Puis, je me permets de revenir un peu sur ce que je disais, ce qu'on jasait depuis le début du balado, mais est-ce que de voir des schémas, j'utilise peut-être pas le bon mot, là, mais tu sais, des schémas ou des patterns qui reviennent dans les séries, dans les choses qu'on consomme, est-ce que ça crée des attentes aussi qui sont irréalistes? Fait que ma première question, que j'imagine déjà votre réponse, mais ma deuxième à ça, j'ajoute, est-ce que c'est quelque chose qui se travaille justement en thérapie? Y en a-tu beaucoup qui consultent, par exemple, des sexologues pour défaire un peu ces patterns-là? Ben tout à fait. Je pense que j'en ai parlé dans un épisode récemment où on consommait, tu sais, les classiques films de Disney, Pixar, où dans ma tête, l'idée que j'avais de l'amour, c'était que je suis passive et que quelqu'un d'actif, donc un prince charmant sur son grand cheval blanc, va arriver dans ma vie et me donner tout l'amour dont je mérite, me donner toute l'affection, toute l'attention. Puis moi, j'ai juste à comme m'endormir sur un lit et attendre qu'on vienne m'embrasser. Tu sais, c'était comme vraiment l'idée de l'amour que je me faisais, que je n'étais pas une agente actif. Puis quand je suis tombée dans le monde du célibat, que j'ai arrêté ma relation de 5 ans, puis j'étais comme, oh non, c'est pas de même, ça marche. Là. Puis là, j'ai dû apprendre. Je pense pas que jamais on va mettre le message dans le monde qu'il te faut de la thérapie pour être une meilleure personne en relation. C'est faux. La relation d'aide peut aider, la psychothérapie peut aider aussi, mais il y a énormément de ressources. Il y a énormément de ressources qui existent en ligne, à travers les livres, à travers les séries, puis ça devient de mieux en mieux. Fait qu'il y a des manières d'apprendre à mieux aimer les autres et soi-même dans la culture populaire. Genre, on a juste à chercher un peu parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de représentation, mais c'est possible. Mieux aimer, c'est donc bien dit. C'est ça, au final. Oui. Puis pour les adolescents, je pense que ça doit être pire. Adolescents, là, tu sais, dans les... Est-ce que vous allez des fois, justement, dans les écoles secondaires? Je pense que c'est ça que tu dis tantôt. Oui, ben moi, c'était mon stage de mon bac, mais oui, on est allé dans des cégeps cette année pour faire des podcasts en live. Fait que c'est style conférence, mais podcast. Puis on parle tout le temps des relations. C'est vraiment les questions qui reviennent le plus souvent. Oui, parce que surtout au cégep, fin secondaire, c'est probablement les années où tu rentres dans des relations. Puis, tu sais, moi, je repense à comme aux relations que j'ai eues. Puis, t'es tellement... tu sais pas comment agir. Puis c'est vrai qu'on aime mal, tu sais, on peut penser à la jalousie, la possessivité. Puis nous, on est comme... C'est des signes d'amour. Tu sais, quand t'es jeune, c'est comme ça que tu vois ça. Fait qu'on s'est dit que si on allait dans les cégeps, la première affaire qu'on voulait parler, c'est des relations amoureuses puis des relations saines. Parce que, oh mon Dieu, que j'aurais aimé ça savoir ça au cégep. Je me serais reposé beaucoup plus de questions, tu sais. Fait évidemment que ça nous impacte. C'est sûr que plus on vieillit, on peut développer un sens critique. Mais tu sais, au secondaire... j'avais pas le genre de choses que je pensais, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça nous affecte. Ça affecte toutes les relations interpersonnelles. Les amitiés aussi, là. Je veux dire, ça impacte tout, là. Est-ce que des fois, il y en a qui viennent vous voir puis qui disent, mettons, je voudrais que... Ou des messages qu'on vous envoie, peu importe, vous entendez parler, puis j'aurais aimé ça que, mettons, mon chum, ma blonde fasse telle ou telle affaire, puis là, il le fait pas. Puis en écoutant ce discours-là, vous vous rendez compte qu'il demande des affaires qui ont juste pas de bon sens? Je sais pas si ma phrase est claire, mais tu sais que... ça arrive, mais tu sais, comme... C'est genre, dans ce genre mettons, de discours-là, où on réalise qu'il y a des... Tu sais, faut pas comme blâmer l'individu, là, tu sais, de tout ce qu'on parle depuis tantôt, puis on parle de la représentation à travers les médias populaires, c'est un processus de socialisation, puis on peut pas se dissocier de la société. On écoute les mêmes films, on regarde les mêmes publicités quand on passe sur l'autoroute, on regarde... Tu sais, comme on a toute cette culture médiatique-là qui nous propose les mêmes modèles à tous et chacun. On parle, mettons, du Québec. Fait qu'on grandit dans cette culture-là. Fait qu'il y a des moyens d'aller comme démanteler ces trucs-là, mais blâmer l'individu en tant que tel, tu es une personne toxique pour telle raison, ça se fait comme un petit peu mieux en... Je sais pas si tu peux rajouter ça, je suis en train de dire, je me perds un peu, là. Mais... non, mais oui, c'est vrai que c'est comme beaucoup plus que l'individu. Puis j'allais ajouter aussi que ces gens-là, tu sais, quand on parle de relations toxiques, ces gens-là font pas ça consciemment. Les gens ne sont pas méchants consciemment. Je veux dire, il y en a que oui, là, mais la plupart des gens, non. Tu sais, je veux dire, moi, je repense à des patterns en relation qui ont été faits par moi ou par mon partenaire.
c'est pas une personne méchante, c'est juste que ça a été, comme on disait un peu plus tôt, c'est une façon de mal aimer. Fait qu'on peut penser à ça, ou ta question m'a fait penser que récemment, quand on est allé faire un podcast en live dans une école, une des questions qu'on avait eues, c'est « Hey, mon chum veut... mettons, mon chum veut tout le temps que quand je sors en soirée, je lui écrive un peu toute la soirée pour lui dire que comme... Je suis correct. Oui, c'est ça. De tout le temps me tenir au courant puis tout. Pensez-vous que c'est correct, tu sais? Puis là, on pose des questions un peu puis on se rend compte que lui s'était fait tromper dans une ancienne relation. Fait que ça lui a apporté, veut pas, on n'arrive pas blanc comme neige là, dans une nouvelle relation. Tout le monde a ses petits bobos, tu sais. Fait que là, on ouvrait la discussion de, tu sais, ça peut partir d'une insécurité. Les insécurités sont valides, tes émotions sont valides. Par contre, le comportement que tu vas adopter ne l'est pas. Fait que de demander à ta partenaire de te rassurer toute la soirée, de tout le temps comme t'écrire, tu sais, là, tu vois que ça fait aucun sens. Par contre, cette personne-là a juste besoin de réassurance. Fait que là, c'est le genre de discussion que tu peux ouvrir, tu sais. Quand ta partenaire te demande quelque chose que tu te dis « Hey, mais attends, c'est normal, ce genre de demande-là? » Tu peux questionner, tu sais, pourquoi tu voudrais que je t'écrive toute la soirée. Puis là, tu vois le bobo en dessous, tu sais, le besoin fondamental, c'est de la réassurance. C'est pas nécessairement d'avoir ta localisation tout le temps, de pouvoir t'appeler tout le temps. Lui ou elle veut juste savoir que tu vas rentrer à la maison, que t'es en sécurité, que t'es pas chez quelqu'un d'autre. Puis ça vient souvent de bobos par le passé, tu sais, de s'être fait tromper ou des trucs comme ça. Fait que ces gens-là, tu sais, qui exigeraient ce genre de demande-là, font pas ça pour mal faire. C'est juste de l'insécurité, tu sais. Mais toi, quand tu vis ça, ça peut créer un conflit, évidemment. Fait que c'est des skills de communication. Honnêtement, là, ça va tout le temps revenir à ça, puis on entend tout le temps ça. C'est de la communication. Mais la communication, il y a une bonne façon de communiquer, puis une mauvaise façon de communiquer. Fait que tu as fait une distinction importante qui est comme les émotions sont valides, mais les comportements ne le sont pas tout le temps. Faut pas déresponsabiliser les personnes pour des comportements jaloux, excessifs. Là, fait il peut y avoir une blessure relationnelle passée, une blessure qui n'est pas tout à fait guérie. Tu arrives dans une nouvelle relation, ce qu'on appelle un relationship trigger. Donc, là, par exemple, la personne sort souvent avec ses amis, la personne repense à ses blessures relationnelles passées. Oh my God, je suis insécure. Et là, va commencer à imposer du contrôle à son partenaire. L'émotion est valide, le comportement ne l'est pas. Fait que cette distinction est vraiment importante à faire dans les relations. On le répète. On le répète, c'est vraiment important. Là. Les émotions sont valides, les comportements ne le sont pas. Mais ça, c'est qu'on l'oublie. Là. Mais même nous, je veux dire, dans la vingtaine, ça va bien. Là. Je veux dire, moi, je suis en couple depuis 2 ans avec mon copain, puis comme je juge que ça va bien. Mais des affaires de même, on dirait que ça s'oublie facilement. Tu parlais aussi de communication. Ça, je pense que c'est un des problèmes... tu l'as dit, là, ça revient tout le temps à ça. Là. C'est un des problèmes, je pense, qu'on voit le plus fréquemment. Qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui ont la misère à communiquer? Puis mettons que je peux prendre ces conseils-là pour mon propre couple. Je vais donner un exemple de, mettons, mauvaise communication. Tu sais, tu parles avec ton partenaire, puis il te dit « Moi, j'aime pas ça quand tu sors avec tes amis, je me sens insécure, fait que j'aimerais mieux que tu le fasses pas. » Puis la personne va être comme « C'est ma limite, j'aimerais ça que tu le fasses pas. » Comment ça s'appelle d'utiliser les mots thérapeutiques pour communiquer? C'est l'instrumentalisation du discours thérapeutique. Fait que, tu sais, de dire le mot limite, tu vois ça sur les réseaux, genre, je dois respecter les limites de mon ou ma partenaire. Quand tu y penses, cette personne-là est en train de brimer tes libertés. Moi, c'est ça qui fait un peu la distinction entre une limite et du contrôle. En ce moment, tu es en train de contrôler ta partenaire, de ne pas sortir avec tes amis parce que toi, ça te crée une insécurité. Le vrai travail à faire, c'est de travailler sur ton insécurité. Fait que tu vas faire passer ça comme c'est ma limite, mais au final, c'est du contrôle, tu sais. Fait que ça, on peut voir, il y a une communication qui se fait, tu sais, ça doit être correct. Fait que la bonne communication, je pense que c'est d'être vulnérable. Ça a l'air vraiment basique, mais moi, un truc que j'ai remarqué dans mes relations, c'est que j'avais de la misère à nommer le besoin sous-jacent que j'avais. Fait que j'avais de la misère à me dire, ça me rend insécure quand tu fais ça. Je suis pas bien quand tu fais ça. Fait que je le faisais passer comme, soit je devenais bête ou comme je faisais juste... C'est facile, hein? C'est ça. Comme, je le dis pas, puis je fais juste me renfermer sur moi-même. C'est ça. Je pense que de la bonne communication... ça passe par de l'autoréflexion. C'est impossible de bien communiquer. Communiquer, on pense que ça va être avec l'autre, que c'est quelque chose qui se fait, tu sais, comme vers l'autre, mais c'est d'abord vers soi. Faut comme d'abord se comprendre pour être capable de s'affirmer puis s'exprimer dans les bons mots. Il y a plein d'autres trucs de communication qu'on peut donner, comme prendre des pauses. Tu sais, être en conflit avec ses partenaires, ça fait surgir des émotions. C'est normal que ça bouillonne. Prenez des pauses. Tu sais, si vous savez que vous avez une tendance à être un peu plus impulsif, faire moins attention à vos mots avant que ça surgisse puis vous créez des blessures, prendre une pause, ça fait vraiment du bien. Donner un temps de retour aussi, tu sais, là, j'ai besoin
j'ai besoin d'un 10 minutes. On se reparle après, on va y retourner à la discussion, mais comme là, j'ai besoin d'un temps. Ouais, c'est important de donner un temps de retour parce que sinon, ça crée un déséquilibre dans la relation. Tu sais, si toi, tu fais juste quitter la pièce puis tu t'en vas, l'autre, ça le met dans une position super insécure. D'où l'idée du temps de retour. Ouais. Mais oui, de s'ouvrir, d'être vulnérable. Moi puis André, on l'a beaucoup pratiqué ensemble parce que je me rendais compte que dans mes relations, mettons, j'avais bien de la misère à être vulnérable, bien de la misère à m'excuser. Fait que moi puis André, on l'a travaillé. On se pratique ensemble. Ouais. C'est bon, ça. À s'excuser. Puis, tu sais, ma meilleure communication que j'ai jamais eue dans ma vie, c'est avec elle. Parce que on est tout le temps ensemble, on travaille ensemble, on n'avait pas le choix d'avoir une belle communication. Mais si c'était pas de ça, on n'aurait pas la relation saine qu'on a en ce moment. T'sais. Puis on se laisse faire des erreurs aussi. Genre, je pense que c'est super important. Tout le monde, on l'a dit, tout le monde a des bobos. Le point, c'est pas de déresponsabiliser les personnes qui ont comme une communication manipulative puis abusive, mais tout le monde apprend, pas tout le monde est au même niveau. Tu sais, Rosie, on connaît nos faiblesses puis on les nomme. Hey, s'excuser, c'est difficile. Fait qu'on se laisse faire des erreurs puis on se laisse apprendre aussi. Je pense que dans une relation long terme, c'est quelque chose de super important à garder en tête également. Oui, parce que tu fais une erreur puis tu essaies d'aller t'excuser puis à la place que la personne soit comme bienveillante et réceptive, elle te fait comme ouais, mais c'est parce que c'est la 3e fois que tu le fais. Ça te tente pas la prochaine fois. Mais c'est déjà difficile. Ça te tente pas la prochaine fois là, d'aller t'excuser. Là. Faut de la bienveillance puis tu sais, il faut. J'allais dire faut de l'éducation dans le sens que moi, dans une de mes relations que j'avais, je voyais très clairement le gaslight que je vivais, tu sais. Puis ça faisait que quand on communiquait, puis je me faisais gaslighter, tu sais, qui me disait non, t'as pas dit ça, t'as dit ça, ou comme non, tu me criais dessus à l'épicerie quand j'ai parlé avec un ton très normal, tu sais. Fait qui essayait d'invalider la vraie situation. Ça, je riais, genre, parce que ça me faisait rire parce que je voyais très clairement la manipulation qui était en train de me faire vivre, tu sais. Puis ça a juste fini par comme, hey, pour vrai, genre, va t'éduquer, je suis tannée. Genre, de tout le temps être la personne qui doit t'éduquer sur... Puis, tu sais, là, c'est d'un point de vue, genre, de privilège parce que j'avais un background en sexo. Fait que j'avais vu ce genre de choses-là parce qu'au final, moi, il y a quelques années, j'aurais pu faire la même affaire, tu sais. Fait que je pense que c'est important de s'éduquer, de se poser des questions, surtout quand c'est des conflits qui reviennent ou des patterns qui reviennent souvent. Puis, tu sais, souvent, quand... Le problème, pourquoi il y a des conflits dans les couples, genre des conflits... Tu sais, la colère est presque glorifiée aussi, là. Genre, dans les... Tu sais, quand tu pas glorifié, mais tu vois des chicanes, mettons, à la télé, là, on revient encore à ça. Quand les gens chicanent, ils se crient après, tu sais. Puis c'est comme, ça, c'est un conflit, tu sais. Puis si t'as pas de conflit dans ta relation, c'est pas normal. Des conflits, ça peut juste être comme une discussion aussi. Là, quand t'es rendu à monter le ton, c'est pas normal, tu sais. Oui, je pense que ça vient de la glorification de la passion, genre d'une relation passionnelle. Puis la passion est démontrée dans les films aussi à travers le ton, tu sais, les personnages, puis les chicanes. Puis ben, ça fait pas de la bonne télé des gens qui communiquent bien. Puis je demandais à un de mes amis qui travaille tellement vrai. Je demandais à un de mes amis qui travaille en cinéma, tu sais, comme, t'en connais-tu des films qui ont des bonnes représentations? Puis t'es comme, non, parce que ça fait pas de la bonne télé. C'est le fun d'avoir des gros chicanes, puis c'est divertissant, puis t'écoutes, puis tu regardes la télé, puis t'es là, oh my God, puis tu lis ton livre, puis t'es comme, oh, faut que je tourne la prochaine page pour voir qu'est-ce qui arrive. Ça fait pas du bon divertissement la plupart du temps. Fait que... Ben, comme la notion de consentement tantôt. Ben oui, absolument. Ben, je vais pas dire de briser la scène, mais pour l'œil de cinéma, mettons, de dire, OK, je prends mettons, 10-15 secondes pour que ça soit face à face puis qu'ils se demandent est-ce que j'ai le droit de ci, de ça. Eux, automatiquement, ça fait pas de la bonne télé. Alors que c'est ça, la réalité pour de vrai. Mais on pourrait faire en sorte que ça devienne de la bonne télé. Par contre, il y en a des représentations qui existent peu, il y en a de plus en plus, que t'écoutes ça, puis tu sais, nous, on regarde ça, puis on est genre, oh, enfin, puis on est ému, puis c'est beau, puis il y a moyen de le faire avec une lunette qui est glorifiée, puis qui le met en valeur. Mais tu sais, c'est rendu que, oui, c'est ça qui est présenté à la télé, mais c'est ça qu'on aime dans la vie. Tu sais, on aime ça. On aime ça à cause qu'on le voit à la télé. Puis on aime ça, tu sais, les relations là, que ça vient nous chercher, là, puis qu'on vient en colère, là, où tu sais, on pense à juste au dating, qu'il y a tu sais, il y a beaucoup de relations toxiques dans le dating, mais on aime ça, tu sais, on est attiré vers la personne qui nous fait vivre 56 000 émotions. On a un cerveau très reptilien, là, à ce niveau-là. C'est ça. Ça crée vraiment des réactions chimiques où t'as beaucoup de dopamine, beaucoup d'émotions fortes, puis après ça redescend, puis après tu veux le retrouver, puis après ça redescend, puis c'est comme ça que les relations toxiques se créent aussi, là. Mais... En gros, ça crée un roller coaster d'émotions, mais on aime ça. Oui, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans des relations, bon, je vais pas dire semi-toxiques. Est-ce qu'on peut qualifier d'une relation... Non, elle est toxique ou pas, dans le fond? Ben, je pense que toutes les relations peuvent être... ont le potentiel d'être toxiques. Genre, tu sais, puis c'est pas parce que c'est toxique le lundi que ta relation au complet est toxique. C'est pas une étiquette qui est appliquée. C'est pas comme une dichotomie, une bonne relation versus une mauvaise. Tu sais, tu peux faire un faux pas avec ton partenaire le matin, puis le réparer le soir, puis avoir une bonne passe, puis des mauvaises passes. Des relations, c'est des
identités fluides aussi. Oui, puis c'est pas honnêtement, tu sais, même nous, on parle de ça comme si toutes nos relations étaient saines. Non, pas en toutes, là, tu sais, je veux dire, on est les premières à faire des erreurs dans nos amitiés, dans nos relations. Fait que je pense pas que c'est... Oui, il peut y avoir des patterns que t'es comme... Non, clairement que là, vous êtes dans un pattern où c'est malsain pour vous, les deux, tu sais, ou peu importe les personnes qui font partie de la relation, évidemment, mais tu sais, on est rendu tout le temps... C'est rendu que c'est... On dit ça de toutes les relations, mais en fait, c'est juste qu'il y a des patterns de communication qui peuvent être malsains, mais c'est pas, comme André dit, c'est pas... Ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. C'est pas noir ou blanc. Non, pas du tout. Puis après, c'est pour ça, ce que je disais, c'était qu'il y en a qui restent dans des relations qui sont très high quand ils sont high, mais très basses dans les gros lots, là, tu sais, très down. C'est dans le fond, c'est à cause qu'on aime ça. On recherche un peu cette thrill-là. Oui, on voit juste ça dans les films aussi. Tu sais, je pense que quand, tu sais, mettons, tu regardes le narratif d'un film d'amour, c'est comme, OK, les personnages vont se rencontrer, fusion, amour fou, grosse émotion, passion, on se french sous la pluie, oh my God, wow. Après, gros conflit. Il y a genre une tromperie, ou il y a quelque chose qui arrive, ou il y a, tu sais, comme quelqu'un qui a fait un faux pas, puis ça va être la grosse chicane, le gros drame. Puis, big gesture pour comme revenir ensemble, tu sais, comme un flash mob dans le métro, là, où tu sais, genre une affaire vraiment comme qui a pas d'allure, qui arrive pas dans la vraie vie. Puis on retourne dans la passion, puis le film arrête. Mais comme on peut s'imaginer que cette relation-là, ben ça serait ça tout le temps dans le futur, tu sais, il y a comme jamais de stabilité, où on en voit très peu des relations comme stables et saines, comme une communication plus saine dans les films. Fait que... Mais ça crée tellement des... Moi, j'ai juste le mot attente en tête, là, parce que non seulement, tu sais, oui, les up and down, après, on veut pas ça parce que ça peut être toxique plus qu'autre chose, mais après, là, la personne qui rame 100 jours dans l'océan pour venir retrouver sa douce, ça arrive pas. Ben, ça arrive pas. Mais personne qui va courir au terminal de l'aéroport pour venir te récupérer juste avant ton vol, là. Mais on le voit. Ça arrive pas. Nos vies, c'est pas des films. Fait on le voit à un autre niveau, mais ça reste la même affaire, tu sais. C'est vraiment... Moi, j'étais dans une relation où c'était très montagne russe, puis ces relations-là, c'est que ça descend tellement creux que quand ça remonte juste un peu, t'as l'impression que c'est la meilleure chose de ta vie. Tu sais, je me rappelle, dans une des situationships que j'ai eues, c'était comme, hey, on a passé la soirée, on a écouté un film, on s'est pas chicané. Oh my God, wow! J'étais comme, oh mon relation Dieu, de rêve. Exact. J'étais comme, c'est la base, là. Tu me dis, on a tellement de fun ensemble, moi, c'est incroyable, c'est léger, c'est doux, on s'entend bien, on rit. Puis je me dis, mais Rosie, mais c'est... Mais t'étais comme, vous avez fait de quoi? J'étais comme, on écoutait un film, on s'est pas chicané. Puis je me disais, mais OK, mais encore, tu sais, y a-tu comme eu quoi de plus? Mais non, c'est son high de relation. C'était ça. C'est ça. Puis on vit tout ça d'une certaine façon à différents moments de notre vie. Ben, je vous le souhaite pas, là, mais c'est que ça peut arriver, tu sais. Puis c'est là que tu vois que c'est quand c'est un pattern, le problème, tu sais. Je pense que c'est là qu'on peut qualifier une relation malsaine. C'est quand c'est sur du long terme, puis c'est un pattern. Que c'est tout le temps la même affaire qui arrive. Comme moi, c'était au bas, tout le temps, pendant des mois. Une relation peut être malsaine dès le début, là, ça n'a pas besoin d'être long terme, mais comme... Non, mais je veux dire, un pattern qui est récurrent, qui, tu sais, que ça revient, là. C'est pas comme, une fois, il me mentit, peut-être ta relation n'est pas toxique, là. Tu sais, je veux dire, si c'est tout le temps le mensonge, puis votre relation tourne autour de ça, c'est aussi comme la place que le malsain porte dans votre relation, là, tu sais. Oui, si tu trouves ça hot à cause de le moment où on s'est pas chicané, justement. C'est ça. Peut-être que si tu prends un pas de recul, tu te rends compte que le reste, c'est de la merde. Exact. Mais comme André disait, tu sais, tout ça, c'est des hormones, là, tu sais, ça s'explique par... Moi, j'ai eu comme des conférences sur la chimie de l'amour, genre, puis on en parle, on fait un peu de neurobac, mais tu sais, de justement vivre ces beaux moments-là, je tombais tellement creux que juste des petits hauts, ça te fait sécréter de la dopamine, tu sais, c'est comme... T'es excité là, par quelque chose qui est de base. Là. Puis c'est pour ça que les relations malsaines où les gens restent avec leur partenaire, c'est parce que t'as l'impression que quand ça monte, t'es bien. Là. C'est genre le rêve. Là. Oui, puis on est aussi des êtres qui oublient très rapidement. Fait que tu sais, quand c'est creux, t'oublies rapidement parce que ça leur remonté après. Fait que c'est dur là, de quitter cette espèce de cercle vicieux parce que tu rentres dans un cercle vicieux, tu sais. Puis ça a été beau 40% du temps, t'oublies 60%, c'est normal. Là. Ben, un peu quand vous finissez par vous laisser, là, même si c'est une relation qui n'était pas nécessairement toxique, là, vous laissez, puis là, moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai laissé mon ex, puis t'es comme triste parce que là, tu te rappelles juste des belles affaires, puis de pourquoi je l'ai laissé. Mais hey, si j'ai pris la décision de m'en aller, c'est vraiment que j'avais des raisons, tu sais. Mais t'oublies après. Ben oui, c'est normal. Je pense que c'est une façon de nous protéger aussi. Puis oui, on se raccroche aux belles choses. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, les ruptures, c'est pas facile. Peu importe que ta relation soit saine ou malsaine, c'est sûr que c'est pas facile, tu sais. Fait que... Relations amoureuses ou même amicales, là, on parle de toutes les relations humaines, en fait, interpersonnelles. Tu sais...
moi, un de mes gros défauts, c'est que je suis pas capable de dire, de parler. Ouais. Puis c'est quand même ironique, là, je veux dire. Ouais. Je jase live dans un balado, mais tu sais, Ouais, mais c'est j'ai pas beaucoup de la pareil. misère. C'est l'affirmation de soi qui est comme plus... Oui, absolument. Puis c'est tough à travailler, là. Puis non seulement avec mon copain, mais avec mes amis, avec mes sœurs, avec mes parents, avec tout le monde. Mais après, c'est un travail de soi. Puis c'est parce que si tu travailles, ne serait-ce que dans une partie de ta vie, toutes les autres relations vont aussi en bénéficier. Là. Ben oui, tout à fait. absolument. Ouais, c'est absolument. comme on dit, c'est à travers l'amitié qu'on a appris des skills justement d'affirmation. Moi, j'avais vraiment peur de m'affirmer aussi en couple avant. J'avais peur de blesser les autres, j'avais peur d'abîmer la relation, de, tu sais, que juste dire que j'aimais pas tel comportement, ça allait tout gâcher. Puis à travers un déséquilibre dans ta tête. Là. Tout à fait. Ouais. Puis c'est à travers des relations sécurisantes, mettons comme en amitié, où j'ai comme pu apprendre à m'affirmer. Puis mais les conséquences sont pas graves. Tu sais, si le retour que j'ai est positif, puis la personne va me remercier de m'avoir affirmé, fait être comme hey, je suis là, je t'écoute. Je vais avoir beaucoup plus de confiance pour le faire dans d'autres sphères de ma vie. Fait que oui, tout à fait. Puis on développe des mécanismes de défense aussi, tu sais. Je veux dire, au contraire, quand moi j'ai été dans une relation, excusez pour les gens qui écoutent le podcast, une relation de longue durée de 8 ans, puis quand ça a terminé, je suis tombée dans une passe très très difficile, puis je me suis développé des mécanisme de défense. Moi, je me suis dit, tu sais, cette personne-là, quand il me laissait, c'était une surprise. J'avais aucune idée, tu sais. C'est pas normal qu'après 8 ans, tu te fasses laisser puis tu sois surprise. Oh my God, ben non, là. Fait que j'ai développé, puis ça m'a fait encore aujourd'hui, d'où la raison pourquoi je suis en thérapie. Je me suis plus jamais ouvert après avec personne. Parce que je me suis dit, si je m'ouvre, je vais me faire blesser. Ouais, c'est ça que mon... C'est ça. Ouais. Puis avec André, ça a été comme... En fait, quand on s'est rencontrés, j'étais encore avec mon ex, fait que j'ai été capable de m'ouvrir à André, tu sais. Mais après, dans mon dating et dans mes autres relations, je me faisais tout le temps dire que je m'ouvrais pas. Puis c'est vrai. Moi, mon cerveau avait associé, tu t'ouvres, la personne, moi, c'est comme la personne a trop de pouvoir sur moi. Si je m'ouvre avec quelqu'un, cette personne-là a accès à mon intérieur et donc peut me blesser. Fait que je suis rentrée dans des espèces de relations inégalitaires où je m'assurais tout le temps d'être en contrôle. Fait que c'est moi qui, si on allait se laisser, ça allait être ma décision. Je m'assurais d'être avec des gens qui me glorifiaient. Parce que j'étais comme si on se laisse, c'est moi qui va prendre la décision. Fait que je m'assurais tout le temps d'avoir le contrôle. Puis là, je me suis questionnée, puis je suis comme, dans mes nouvelles amitiés, c'est ça que je fais aussi. Fait que souvent, tu sais, on parle tout le temps des relations amoureuses, puis communiquer bien dans vos relations amoureuses. Tes amitiés sont aussi un très bon miroir là, de ce que tu fais aussi dans tes relations amoureuses. Tout à fait. Puis on n'a pas tendance à aller les analyser, Pas mais c'est du des tout. relations super significatives là, qui valent la peine d'être creusées aussi. Là. Oui, vraiment, on n'en Tellement. parle pas des amitiés. Puis, tu sais, on a parlé beaucoup des relations saines et malsaines. Même affaire pour les amitiés. Moi, j'ai vécu des relations amicales ultra malsaines, là, tu sais. Puis c'est quand j'ai commencé à me questionner, j'étais comme, ben, tu sais, en amour aussi, c'est la même affaire. Dans le sens que les relations interpersonnelles qu'on a sont aussi... ils peuvent prendre autant de place que des relations amoureuses, tu sais. Ouais. Oui, puis de plus en plus, on entend, je pense entre autres à Rosalie Bonenfant, là, qui parle de l'amireux, là, Oui, l'amireuse. ouais. Que pourquoi est-ce qu'on donne autant de place et qu'on envoie autant « Oh my God, c'est donc bien beau » au fait que c'est mon chum, ma blonde, alors que honnêtement, j'aime autant mes amis. La seule différence, c'est, mettons, qu'on couche pas ensemble, qu'on n'a pas de relation sexuelle. Ouais, c'est ça. On dit souvent qu'on est âme sœur, là, genre Rosie et moi, c'est comme, c'est mon amoureuse, c'est ma partenaire de vie, c'est le seul truc qu'il n'y aura pas, c'est justement cette sexualité, cette affection plus romantique-là, mais tu sais, les relations les plus significatives que j'ai eues dans ma vie, c'est mes relations amicales. C'est eux auprès desquels j'entretiens les plus beaux souvenirs de communication, les plus beaux souvenirs de temps de qualité, de cadeaux. C'est tellement des relations enrichissantes. Ouais. Fait que pourquoi est-ce qu'on abandonne ces relations-là dès qu'on tombe en couple? Je pense qu'il y a une grande part de ça. Là, je reviens à la représentation médiatique, que si on veut seulement glorifier la monogamie romantique, le couple. Oui, parce que on si les ça va oublie vite. bien dans ton Ouais. couple, entre guillemets, là, tu sais, si ça va super bien, ben t'as gagné. C'est comme si t'as gagné à la loto. Ouais, c'est ça. le C'est plus la important. promesse d'une vie réussie, c'est le couple. Ouais. Ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est la promesse qu'on nous donne, tu sais. C'est tellement triste quand on y pense, parce que maudine qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont célibataires, qui seront toujours, ou pour X raisons, qui n'auront jamais des plus belles relations qu'avec leurs amis, Tout à tu sais. fait. Ben oui. Ou famille, ou tu sais, peu importe. Mais Ouais. je veux dire, pourquoi est-ce qu'on devrait absolument avoir un homme, une femme, un conjoint, une conjointe, peu importe, mais c'est pas... C'est un... ben après, ça revient aussi à la moitié de toi-même, là, tu sais. Si t'es Oui, complète, c'est un ajout à ta vie et non quelque Ouais. chose qui complète. Mais tu sais, moi puis André, on a eu même des moments qu'on était genre, hey, on est-tu trop, on se voit-tu trop, on est-tu, tu sais. Puis on était comme, hey, si c'était en couple,
non, pas du tout. Genre, tu sais, on se poserait jamais ces questions-là. Puis il y a beaucoup de monde qui sont genre, tu sais, ouais, vous êtes vraiment ensemble, puis tout, genre, vous êtes vraiment fusionnel. Ouais. Puis on n'est pas fusionnel, de un, parce qu'on a appris à, comme, pas l'être. Au début, vraiment eu la discussion, on était comme, OK, là, faut se demander, on est-tu fusionnel? Genre, oui, donc, on va apporter quelques changements à notre amitié. Mais, tu sais, récemment, on était comme, hey, c'est vrai qu'on est beaucoup ensemble, tu sais, puis jamais qu'on se poserait ces questions-là si on était un couple. Tu sais, on se dirait pas genre, hey, on passe trop de temps ensemble, puis tout. Puis on sait qu'on est deux personnes à part entière, que notre relation est saine, qu'on communique bien. Ça nous empêche pas de nous investir dans d'autres sphères de notre vie, tu sais, c'est pas une relation qui est brimante ou qui est envahissante nécessairement. Mais on se serait jamais posé ces questions-là si c'était une relation amoureuse, tu sais. Fait que on a eu nos moments d'introspection, nos moments de comme, hey, on va ajuster ça. Et il en faut. Ben oui, absolument. Surtout qu'on a commencé à travailler ensemble, on s'est rendu compte que moi, j'avais l'impression de vivre sa vie, puis elle avait l'impression de vivre ma vie, tellement on se partageait tout. Mais quand je dis tout, c'est genre tout. Les messages vocaux, les vidéos, tout le temps. Là, c'est comme il m'arrivait quelque chose dans ma vie, fallait absolument que j'en parle à André. Puis là, avec mon psy, il était comme, là, Rosie, il va falloir t'apprendre à te réguler tout seul. Fait que j'étais comme, d'accord. Fait qu'on a fait attention à ça. Puis maintenant, on avait une relation comme virtuelle tout le temps. Là. Genre, on était tout le temps connectés à comme, tu sais, notre conversation était tout le temps ouverte, puis on s'échangeait tout. Puis maintenant, on passe du temps en 3D là, ensemble. On s'autorégule. C'est ça. On se voit comme 2 fois semaine, on se jase. Mais tu sais, c'est plus... Avant, c'était comme, tu sais, j'allais en date, puis c'était comme, OK, André, là, on s'appelait pendant genre des heures pour se raconter comme notre date. Et chaque détail, C'est ça. Puis on s'est rendu compte que nous deux, on avait une charge de comme... Moi, j'avais l'impression d'être en couple avec son chum, dans le sens, je savais tout. C'est ça. J'avais bien trop de détails. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent puis qui ils sentent que comme c'est le même avec leurs amis, tu sais, nous, on a juste... Maintenant, quand il y a des grosses discussions, on préfère les faire comme en vrai, au lieu de... Tu sais, c'est comme il t'arrivait quelque chose, je le savais dans la seconde, là, qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Fait que, tu sais, c'est le genre d'ajustement qu'on a fait. Mais en couple, tu te poses pas ce genre de questions-là. C'est tellement vrai, là. Tu sais, on est tout le temps, genre... On parle à... Bon, en tout cas, moi, ça a été de même dans mes relations très fusionnelles, tu sais, que comme... On s'écrivait beaucoup, tu sais, tout ce qui se passait dans ma vie. Puis quand j'ai vécu ça avec André, j'ai été capable d'être comme... de me poser la question. Vu que c'était une amitié, on dirait qu'on se permet plus de se poser de questions. Fait que là... Ah, vous étiez synchro dans votre tout. Fait que là, je suis comme, tu sais, quand je vais retourner en relation... Je vais être plus alerte à ça, de pas justement tout partager avec mon partenaire, parce que moi et André, on le faisait, puis on a vu que c'est demandant, tu sais. Oui, puis même que... Ah, vas-y. Ah, mais j'allais dire que Rosinum, ça a un mot, là, c'est la charge émotive, qui est dans les couples hétérosexuels qu'on va voir beaucoup, où la femme va avoir tendance à porter la charge émotive de l'autre partenaire, qui va être vu un peu comme un espèce de un recours psychothérapeutique, là, ça va être vraiment la seule confidente, le seul support émotif. On peut l'expliquer par plein de façons. Je pense que les hommes ont tendance à avoir des amitiés masculines où il y a moins place à la confidence, à la recherche de solutions, de discussions sur les relations interpersonnelles, des trucs comme ça. Fait que la copine, la blonde, qui va avoir peut-être plus d'instruments, de communication, des outils, parce qu'on est socialisé ainsi, va porter cette charge émotionnelle-là. Fait que c'est quand même un mot qui... C'est social, hein? C'est pas individuel. C'est pas comme chaque homme a des problèmes. C'est vraiment un phénomène social. On apprend aux hommes à ne pas parler de leurs émotions. On apprend aux hommes à comme, avoir des amitiés, des amitiés superficielles. Moi, je repense au groupe d'amis que je connais. Et boy, c'est rare que ça rentre dans comme ce qui est plus difficile, ce qui est plus vulnérable. C'est pas de leur faute à eux. Encore une fois... Et ça se désapprend. Oui. Tout à fait. C'est pas une fatalité. Là. C'est ça, mais on entend souvent ça, là, genre que tu dates quelqu'un puis t'as l'impression d'être sa psy. Tu sais, je veux dire, c'est un truc qui est commun. Je veux dire, moi, je repense à mes ex puis c'est comme, c'est juste avec toi que je suis capable d'être vulnérable. Puis j'ai jamais dit ça à personne. C'est ça. C'est pas normal, là. Genre, va falloir que tu bâtisses tes amitiés plus solides que ça, tu sais. Puis moi, c'était lourd. Dans une des relations, j'étais comme... Je deviens ton seul support. Donc, t'as cette espèce de charge-là de sa charge mentale, tu sais. Si tu vas pas bien... mais je vais pouvoir comme t'aider à aller mieux puis tout ça. Puis l'affaire, c'est que en tant que femme socialisée, on est confortable dans cette position-là puis on la prend facilement. C'est vrai. On devient des petites mômes, là. Puis quand tu te poses la question, t'es comme, c'est vrai qu'en ce moment, lui, il s'ouvre beaucoup. Tu sais, là, on parle des relations hétéro. Lui, il s'ouvre beaucoup par rapport à comme ce qu'il vit, blablabla. Mais moi, j'en ai comme 3 autres amis à qui je suis capable d'en parler, tu sais. Tout à fait. Fait qu'il y a comme cette charge émotionnelle-là
qui, dans les couples hétéros, est très prédominante. Puis pour nous, ça peut être lourd d'avoir comme... Ben absolument. Là. Tu deviens pas juste la blonde, tu deviens la mère. Tu deviens... Puis après, on ajoute aussi tous les autres stéréotypes. Oui, on ajoute tous les autres charges qui existent, mais si on parle de celle-là en particulier, c'est un truc qui revient souvent, tu sais, d'être la mère, d'être la psychologue, d'être, tu sais, un truc qu'on parlait dans un podcast récemment, tu sais, tu dois te rappeler de toute sa vie aussi, genre, hey, oublie pas de dire bonne fête à ta mère. Ah, c'est vrai. Hey, tu sais, genre, hey, oublie pas, tu faudrait peut-être que, genre, tu réserves pour l'activité que tu as avec tes amis, tu sais, c'est comme... Puis on voit ça dans les... Tu sais, je veux pas me répéter, mais je veux dire, on voit ça dans les films aussi. Mais oui. Le dialogue de la mère ou de la femme, peu importe, ça va être ça souvent, tu sais. T'as-tu regardé au calendrier, là, ce soir, c'est la game de soccer? Ouais, comme 100%. Puis genre, tu sais, la scène de, comme, du gars qui arrive dans la cuisine, « Hey, il est où mon sac de sport bleu? » Puis là, elle est genre, « Oh, il est au 2e étage, blablabla. » Tu sais... Ben, on fait tout ça, là. Puis je trouve triste, là, si je repense à des séries ou à des films dans lesquels c'est représenté comme ça, ben, la charge mentale que la femme dans le couple hétéro va porter est dépeinte comme étant négative, comme étant une germaine, comme étant une personne contrôlante. C'est pas vu comme quelque chose de comme... genre littéralement un super pouvoir d'avoir un cerveau pour 2 dans le couple. C'est vu comme étant « Oh mon Dieu, hey, donc ben, après-tu être plus nonchalante un peu-tu? Take a chill pill, honey. » C'est vraiment comme ça que c'est dépeint. Puis c'est comme, hey, voyons, pourquoi genre il y aurait pas un discours où, au contraire, on représentait l'homme comme étant super nonchalant, qui prend pas assez de responsabilité dans le couple, puis que la charge pourrait être mieux répartie. Fait que la lunette avec laquelle on va dépeindre ça dans les médias populaires aussi, qui est très importante à noter. Oui, parce qu'au final, c'est la femme qui est un peu victime de ça, tu sais. Puis on est victime de la charge mentale, puis en plus, on est victime de la manière dont on est dépeint. Exact. Puis l'affaire, c'est que nous aussi, on voit ça en tant que femme. Fait qu'on prend facilement cette position-là, malheureusement. Absolument, fait que c'est pas facile, mais tu sais, il y a 50 millions de charges que dans les représentations, on voit que la femme porte, là, la charge de la contraception, la charge de la planification, tout. Fait que c'est dépeint négativement en plus. Oui, puis tu sais, j'ose espérer que c'est de moins en moins pire, puis qu'on s'en va vers un monde où les représentations sont plus inclusives, puis bon. Mais après, je pense qu'il y a quand même du travail à faire là-dessus. Oui, puis se rappeler que c'est pas individuel, c'est plus gros que soi. Fait qu'il faut se laisser aussi la place de, tu sais, on disait tantôt de faire des erreurs, d'apprendre, de s'éduquer, d'être actif. Tu sais, Absolument. En écoutant des séries, veut pas, c'est très passif, hein. Fait que, tu sais, on voit ça, puis on absorbe plein d'informations. Exactement, de façon inconsciente. De le voir en boucle. Absolument. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut avoir une certaine agentivité, puis être actif, puis se poser des questions. Puis malheureusement, encore une fois, c'est souvent les femmes qui vont faire ça. Fait que dans les relations, c'est eux qui vont dénoter des relations comme « Hey, tu sais, c'est un peu malsain », qui vont ouvrir la discussion. Puis les hommes sont souvent vus comme passifs. Tu sais, il y a beaucoup moins d'hommes qui consultent. Puis encore une fois, oui, c'est social, mais tu sais, à un moment donné, à 25 ans, je pense que tu es capable d'avoir la réflexion de comme « Ah, ben, je pourrais peut-être aller consulter. » Tu sais, c'est vrai que telle chose, je trouve ça difficile, puis que c'est souvent ma blonde qui a cette charge-là. Puis c'est malheureux parce que c'est pas ça qu'on voit non plus. Fait que c'est pas facile parce Ils sont que pas même encouragés à le faire. Non, absolument pas. Puis c'est vrai que c'est un privilège là, d'aller consulter, mais c'est ça. Fait que les représentations nous affectent beaucoup plus qu'on pense. Je pense que c'est ça un peu comme la conclusion là. C'est qu'on, tu sais, pour l'épisode, on parlait de tout ça puis on était comme, hey, c'est vrai, tu sais, ça. Ou quand on regarde des séries qu'on regardait qu'on aimait donc bien, puis c'était donc bien wow, puis notre modèle de l'amour, puis qu'on le regarde à 25 ans avec un bac en poche en sexo, puis on est comme... Aïe. Voir que ça, c'était représenté comme étant le partenaire idéal. Hey boy. Mais toutes les... Genre, on écoutait le film... sont pas hautes, là. Donc, c'est ça. On écoutait le film, on était comme... Mais voir que la société est brisée, allô? C'est sûr! On a tous passé par là. Genre, c'était notre conclusion. On était comme... Ben, ça fait tellement sens. Sûr, on est toutes brisées. Mais oui. Mais je veux dire... Allez regarder, là, tous les films de genre... Écoutez les rom-coms, tu sais, début des années 2000. No Strings Attached, Friends with Benefit. Tu check ça, puis t'es comme... Évidemment qu'on est toutes brisées, là. Oui, tellement. Fait que ça fait beaucoup de sens. Ça me fait penser, je vais me permettre de passer à la question franchement intime, puis il y a un lien aussi avec ce que vous venez de dire. C'est présenté par Eros et compagnie. Je vous présente un gros jouet aujourd'hui. Oh, d'accord. Gros jouet, la couleur, elle est très belle. J'espère que les gens nous écoutent en vidéo. Je vous parle du Dynamique. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. OK, vous voyez quand même la grosseur de la pochette. Oui. C'est quand même pas petit. J'ouvre ça.
Oui, on connaît le genre de style. Ouais, on connaît le look. Je vous le laisse si vous voulez le voir de plus près pendant que je vous en parle. Oui, la texture est vraiment fun. On nous dit que c'est un vibrateur tout en un. Pulsation, mouvement, vibration. Et sur ma petite affiche, on me dit « Atteignez le 7e ciel ». Quand même. Une de vous pourra partir avec à la fin de l'épisode. C'est fin. Si jamais. Donc, ma question franchement intime, je voulais savoir, là, on parle des représentations. Puis bon, en regardant ça, aujourd'hui, on est comme, ben voyons donc. Y a-t-il des affaires que pour vous étaient normales, puis que justement, ben oui, je sais qu'il y a des affaires, mais mettons, l'affaire qui ressort du lot, qui aujourd'hui, avec le recul, avec votre bagage en sexo, vous faites comme... C'est vraiment un non, là, c'est un red flag total. Là. Ben, j'ai envie qu'on parle un peu de sexo, parce que tant qu'à ça... le fait, en fait, moi, qu'est-ce que je trouvais normal, c'est de terminer une relation sexuelle avec l'orgasme de mon partenaire. Ça, c'était normal. Que moi, j'aille pas d'orgasme, que moi, j'aille moins de plaisir, que moi, j'exprime pas mes besoins. Dans ma tête, la sexualité, c'était ça. OK. Puis aussi, j'ai été en couple très jeune, puis c'est pas de la faute de mon partenaire, mais tu sais, moi, je m'étais jamais masturbée, fait que j'avais jamais découvert mon propre plaisir parce que j'ai eu de la sexualité relativement jeune vu qu'on était en couple. Fait que quand je suis tombée au bac en sexo, je pense que c'est j'avais 21 ans-ish quand j'ai commencé à me masturber puis à me poser c'est quand même vieux aussi. Oui, c'est très vieux, là. Mais ça, c'est comme... C'est mon parcours aussi, mais si tu regardes les statistiques, les femmes se masturbent beaucoup plus tard et c'est beaucoup plus tabou de parler de masturbation féminine. Absolument. Fait que, oui, ce que je trouvais normal, c'était définitivement l'espèce de gap orgasmique de l'homme va atteindre l'orgasme. Moi, j'ai tout le temps été en relation avec des hommes. Fait que mon partenaire atteint l'orgasme, relation sexuelle terminée, merci, bonsoir. Ouais, puis c'est comme, moi, peu importe je suis rendue où, je m'en vais me coucher. C'est ça. Fait que ça a été ça longtemps dans ma vie, puis ça a été très normal. Tu sais, moi, j'étais comme, ben, ma sexualité est semi-épanouissante, mais ça doit être ça, le sexe, tu sais. Puis ça a-tu été dur de faire comme, OK, là, je commence à le dire, à le verbaliser, de comme, on vient de finir, puis je suis comme, je sais que tu viens de finir, mais comme pas moi, peut-tu continuer? C'est vraiment pas facile. Premièrement, il faut que tu le réalises toi-même, puis après, tu as un travail à faire avec. Oui, d'affirmation, mais à découvrir ce que toi t'aimes aussi. C'est pas juste comme je vais en parler puis mon partenaire fait le travail. Tu sais, je pense que c'est important, pas que toute la charge te revient, mais d'apprendre à connaître ton corps. Puis mais ça peut être avec partenaire aussi si vous n'êtes pas à l'aise avec la masturbation. Mais moi, je pense que c'est le bac en sexo qui m'a appris un peu à m'affirmer parce qu'avant, je disais pas un mot. Là. J'étais comme parfait, merci, bonsoir. Puis ça peut être aussi, tu sais, comme l'affirmation, ça va par étapes. C'est difficile de juste j'ai envie d'avoir un orgasme aussi. Ça peut être comme j'ai envie de continuer. Je sais pas nécessairement tout de suite de quoi j'ai envie, mais ça tente qu'on essaye un petit peu. Genre, je pense que j'aimerais ça qu'on continue à me stimuler un petit peu. Tu sais, ça peut être aussi vague que je sais pas exactement de quoi j'ai envie, mais j'ai envie qu'on continue. Tu sais, ça peut commencer par ça, baby step. Mais c'est vrai que c'est intimidant. S'affirmer, c'est pas facile, mais ça se pratique. Après, on voit tout que, tu sais, on parle beaucoup des représentations médiatiques, mais la porno, c'est la même affaire, puis ça nous affecte tous aussi. Fait que la fin d'une relation sexuelle, c'est l'éjaculation. On n'en parle plus. C'est fini. Fait que après, t'as comme l'espèce de réalisation de comme c'est pas juste ça la sexualité, tu sais, moi aussi je peux avoir du plaisir, mais après t'as la deuxième étape de l'affirmation qui est pas facile. Puis en tant que femme, on est très souvent dans la position de comme sois belle puis parle pas, genre, tu sais, ferme ta gueule puis genre deal avec tes affaires de la séductrice, puis même quand elle est montrée comme étant des meilleurs mots là, mais même quand elle est illustrée comme étant quelque chose de positif, comme la femme fatale, j'imagine souvent genre Angelina Jolie genre dans les films, c'est quand même un rôle passif où sa seule valeur va être celle de la séduction puis de la beauté. Oui, puis c'est la femme, le gars qui a tout réussi dans sa carrière, elle a la belle femme à côté. Mais même là, genre, il y a vraiment le trope du Adam Sandler movie où des hommes très médiocres vont être avec des femmes absolument c'est vrai. accomplis de manière, tu sais, qui vont fitter tous les standards de beauté, qui vont être accomplis dans leur carrière. C'est vraiment comme le syndrome d'Adam Sandler là, sur les réseaux si vous checkez là. Ouais. Mais ça reste que il y a beaucoup aussi l'espèce de femme accessoire là, de comme qui est avec Puis, c'est triste, c'est super triste, là, voyons donc. Puis, tu sais, si on parle juste au principal, j'allais dire deux mots en même temps, aux personnages principaux dans les films, souvent des hommes, évidemment. Puis, quand c'est des femmes, les hommes n'écoutent pas ces films-là. On a juste à parler de Grey's Anatomy, qui est comme. Moi et André, on est très fans, mais en gros, qui est une. Bon, voilà, qui est une série qui existe depuis comme 20 ans, là. Mais c'est majoritairement féminin, l'auditoire. Puis. Pourtant, oui, c'est une femme comme personnage principal, mais je veux dire, c'est pas féminin comme série. Une totale parité, je pense, dans les acteurs. Exactement. Fait que c'est drôle à quel point, si c'est pas un homme qui est le personnage principal,
les hommes seront moins rejoints. Puis ça, tu peux faire le parallèle avec tout. Tellement. En ce moment, les gens qui nous écoutent, majoritairement des femmes. Parce qu'on est des femmes. Absolument. Puis moi, ça, puis sûrement que vous aussi, mais tu sais, moi, c'est une conscience que j'ai souvent j'aimerais ça recevoir, je reçois souvent 2 personnes, fait que recevoir un homme et une femme, puis après, c'est pas tout le temps facile. Fait que là, il y a tout le temps la petite pensée de comme, là, on est 3 femmes autour du micro. Il va clairement avoir moins, pas d'écoute nécessairement, mais d'intérêt, non, mais vraiment. L'intérêt va être moins présent. On peut parler de socialisation, puis du fait que les hommes ont moins appris à s'intéresser à ces choses-là, mais maintenant, la déresponsabilisation a ses limites, puis les ressources sont accessibles. Il y a des podcasts, il y a des lectures. Il faut que ça soit d'une volonté intrinsèque, puis être comme, hey, je vais m'intéresser à ce que les femmes ont à dire. Il faut comme démanteler la misogynie intériorisée qu'on a tous intériorisée parce qu'on a grandi dans une société patriarcale, puis s'intéresser à des sujets auxquels on s'intéresserait pas normalement. Puis mais tu peux pas imposer cet intérêt-là. C'est ça, c'est pas facile, absolument. Mais ce que tu vois, là où tu vois que c'est un problème, c'est que quand c'est des hommes, il y a pas le même... les femmes vont aussi écouter des hommes, c'est ça que j'essaie de dire. Fait que tu vois clairement le problème, tu sais. Fait que, puis, je veux dire, c'est la même chose avec le sport qui passe à la télé, tout. Puis c'est dommage, tu sais, nous, on est rendu que quand on pense à nous inviter, si on veut que les hommes nous écoutent, parce que notre but, c'est que les hommes nous écoutent parce que c'est les gens qui ont... Oui, absolument. Mais qui ont plus besoin d'aide, des fois, qui ont plus besoin d'être accompagnés parce qu'ils font pas nécessairement le travail par eux-mêmes, c'est-à-dire la thérapie. Fait qu'on se dit, ben si au moins ils peuvent écouter un podcast sur les relations saines, par exemple. Mais on sait que si on veut ça, faut inviter des hommes. Fait que c'est fou, là. On est tout le temps en train d'être comme, c'est vrai. Tu sais, il faudrait inviter des hommes, puis c'est plus compliqué, mais on sait que. Mais est-ce que c'est plus difficile? Oui, j'imagine que vous devez avoir plus de personnes qui vous disent non. Après bon, c'est vraiment, je me fie sur aucune statistique. Mais tu sais, où ça doit être des personnes, mettons, dans ma tête, qui sont issus de la communauté LGBTQ+, qui acceptent l'invitation, parce que pour eux, c'est comme s'ils ont plus... Je vais pas dire accepter, mais sont plus à l'aise de parler peut-être de sexualité qu'un c'est souvent stéréotype. Soit la communauté queer ou les femmes sont plus vocales par rapport à tout ça. Fait que nous, dans notre tête, veut pas, on est comme, on va inviter eux, tu sais, ils sont vocales. Les hommes sont rarement vocales sur les relations saines, les violences sexuelles, toutes. On a essayé de faire un espèce de power move où on a instrumentalisé la voix des hommes qu'on voulait inviter pour venir parler de sujets, mettons, de consentement, de féminisme. Fait qu'on s'est dit, on est tellement habitué de se faire instrumentaliser, de se faire objectifier, de se faire utiliser comme femme accessoire dans nos vies, que faisons-le avec des hommes. Enlevons-leur un peu de pouvoir, un peu de privilège, ce qui le travail de tout homme allié doit faire, puis on les a invités pour parler de sujets féministes. Fait que ça, c'est un peu comme notre petit power move de la saison, puis ça passe super bien à chaque fois. Là. Oui, mais tu sais, on les invite parce qu'ils ont quelque chose à dire puis sont pertinents, mais il y en a pas 1000. Là. Je veux dire, des auteurs qui en parlent, tu sais, au dernier podcast, on a reçu Francis Dupuy-Derry, il y en a pas 1000 là, qui parlent de féminisme puis tout. Fait que c'est pas facile. On est tout le temps en travail actif d'essayer d'inviter des hommes parce qu'on veut que les hommes nous écoutent. Fait que c'est dommage que nous deux, on soit pas assez, qu'on n'ait pas assez de valeur de ce qu'on dit parce qu'on est des femmes. Puis c'est triste, mais c'est quand même la réalité et les statistiques le prouvent. Fait que c'est comme... Dès qu'on invite un homme, le pourcentage d'écoute d'hommes augmente. Puis les hommes dans nos vies nous parlent juste des épisodes. Il était vraiment bon la semaine passée, ton épisode. Il y avait Étienne Dufresne dedans. Shit. Bien sûr que tu l'as écouté. Fait que c'est ça. Puis je pense que la nuance, tu sais, la ligne est mince entre bâcher de voyons, les hommes écoutent pas comme d'habitude, alors que statistiquement, tu sais, ça parle. C'est ça qui arrive quand même. C'est des statistiques qui parlent puis tout, mais. Puis encore une fois, c'est pas individuel. Les hommes ne font pas ça de façon consciente. Fait que c'est là que on parle d'agentivité, puis qu'à un moment donné, tu peux pas juste t'excuser par la socialisation, puis ce qu'on t'invite à écouter. Commence à te poser des questions, puis... Va écouter des films qui sont créés par des femmes, va lire des livres qui sont écrits par des femmes, tu sais, fais le pas. T'es capable, les ressources c'est ça, un travail d'allié, là, tu sais. Je veux dire, ça commence par des petits pas comme ça, de juste donner autant de valeur à des voix des femmes que la voix des hommes, tu sais. Complètement. Je me permets de te relancer la question de tantôt, tu sais, toi, y a-tu des... Mais non, c'est tellement intéressant. J'avais oublié. Je regarde l'heure qui passe, puis je suis un peu comme... man! Mais oui, y a-tu des affaires en écoutant des films, pour toi, c'est normal, puis là, avec ton background, tu te rends compte que aïe, vraiment pas? Une chose en particulier? J'ai parlé, mettons, de la représentation de
de la bisexualité ou des femmes lesbiennes à la télé. Dans les films dans lesquels j'ai grandi, dans lesquels j'ai écouté, grandi dans un film. La femme qui en embrasse une autre ou la femme qui est intéressée par d'autres femmes va vraiment être tout le temps à travers le male gaze, représentée à travers d'une lunette masculine, donc d'hypersexualisation, mais pas qui est une sexualisation attirante pour les femmes qui écoutent le film. Ça va être vraiment les petits gars qui écoutent ça, puis c'est comme, oh my god, tu sais. Je pense à beaucoup de films où il y aura des parties universitaires ou genre dans lesquels on va démontrer un party de comme cégep ou de secondaire. Il y aura tout le temps comme dans le background un jacuzzi dans lequel deux femmes s'embrassent. Genre, ça va être très comme hyper sexualisé, tu sais, sans... Puis c'est tout le temps accessoire, c'est jamais une histoire d'amour, c'est jamais une histoire complexe où les personnages sont approfondis, où la représentation est inscrite dans un quotidien, puis c'est réel, puis c'est crédible. C'est tout le temps instrumentalisé pour la sexualité. Fait que j'ai grandi en me disant que ça m'a porté beaucoup de confusion, moi, dans ma bisexualité, dans ma vie personnelle, vie personnelle, où je me disais, OK, est-ce que mon attirance envers les femmes, c'est juste parce que j'ai tout le temps vu à travers le male gaze, puis j'ai intériorisé, ou genre j'ai vraiment une attirance envers les femmes, tu sais, comme ça vient d'où cet intérêt-là? Puis c'est en étudiant la queerness, puis en m'entourant de personnes queer, puis en parlant avec d'autres personnes bisexuelles, que non, c'est juste la représentation est vraiment fucked up, là, si je peux utiliser ces mots-là. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, puis qui m'a perturbée dans mon parcours pour la recherche de mon orientation sexuelle, puis ma compréhension identitaire. Oui, tu te cherches, puis tu te cherches, j'imagine, là, tu te cherches à un moment dans ta vie, puis que là, la seule représentation qu'on voit, c'est justement, c'est jamais eu l'histoire d'amour. Là, non, tu te rends compte que... Puis je pense qu'on en parle beaucoup sur TikTok, ces affaires-là, que la bisexualité, justement, c'est très vu comme un désir d'attention, entre gros guillemets, là, évidemment. C'est vraiment... De comme, non, tu peux pas être attiré aux deux, là, c'est parce que tu veux de l'attention, de dire que t'aimes les filles, alors que c'est parce que c'est ça qu'on voit à la télé, fait que les gens qui disent ça font juste répéter ce qu'on voit à la télé. Puis quand c'est pas fait de cette façon-là, par exemple dans Grey's Anatomy, où tu vois vraiment les histoires complètes et que c'est pas à travers la lunette masculine, les hommes l'écoutent pas. Tu sais, c'est comme, encore une fois, ça prouve le point, tu sais. Le personnage de Carly, par exemple, qui rentre dans une relation hétérosexuelle puis homosexuelle, puis on s'est jamais fait tout un cas, tu sais, c'est très naturel, ça va de soi, c'est une découverte de sa sexualité, puis c'est pas hyper sexualisé une seule seconde dans toute l'émission, tu sais. Ça, c'est une super belle représentation, je trouve, de bisexualité là-dedans. Puis il y en a pas beaucoup. Fait après, on parle de comme, les gens font leur coming out tard, puis commencent à parler de ça tard. No shit, ils l'ont pas vu, ils ont pas vu ça, tu sais. Moi, je repensais à moi au secondaire, puis j'étais comme, il y a jamais... En plus, je viens de Québec, OK? Fait que ça ajoute une autre couche, mais qu'on n'en parle pas, tu sais. Puis je repensais à mon année, tu sais, on est quoi, à 150? Pas un couple homosexuel que j'ai vu s'afficher, tu sais. Il y avait un couple de lesbiennes dans mon année, puis on était comme... on les connaît, tu sais, on sait c'est qui. C'était comme... On savait, là, on était comme, OK, wow, genre, c'est quand même... Wow, son nom est comme... Courageuse. Courageuse, exactement, tu sais. Mais ces personnes-là n'ont pas de représentation, puis s'il y en a, c'est justement une représentation déformée qui n'exprime pas la réalité, fait que c'est bien normal que ces personnes-là veulent pas s'afficher, tu sais. Mais les séries ados avancent vraiment vite. Genre, juste, tu sais, comme, par Absolument. rapport à quand nous, on était au secondaire, ça fait pas des milliers d'années, là, tu sais. Puis ça avance vraiment, vraiment vite. Je pense à Sex Education, notamment. Heartstopper, qui a été vraiment populaire pour, genre, les plus jeunes adolescents dans les dernières années. Fait qu'il y a comme de plus en plus de représentation queer, surtout dans les séries ados. Il y a comme, ça avance plus vite que, mettons, dans le grand cinéma, là, je trouve. Fait qu'on le voit, ça, que justement, les jeunes d'aujourd'hui sont plus ouverts, qui tu sais, après je suis pas encore au secondaire, j'y retournerai pas, mais dans le sens que dans le secondaire que moi j'ai eu mon stage, par exemple, tu sais, il y avait des fois j'essaie de dire deux mots, un comité queer, justement, tu sais. Puis tu sais, il y avait pas ça là sûrement. Non, c'est ça, puis clairement pas. Tu sais, on a 25 ans là, je veux dire, ça fait pas longtemps là. Puis quand on repense, puis quand nous on a étudié notamment genre l'orientation sexuelle, c'est le genre de choses qui peut arriver tôt, tu sais, dans ton cheminement personnel, d'avoir des questionnements. Mais même si tu as des questionnements à 12 ans, tu n'en auras pas de représentation. Fait que, tu sais, les gens vivent avec ces questionnements-là pendant pas tout le temps, mais ils peuvent le vivre pendant plusieurs années. Puis c'est très tard qu'ils finissent par faire leur coming out, entre guillemets. Parce que le coming out n'est pas nécessaire non plus. C'est un cercle vicieux après, là, parce qu'il y en a combien que, en tout cas, moi, me semble, j'en entends quand même souvent dire un genre de elle a 25 ans et plus, justement, puis là, elle fait son coming out. Puis c'est un peu un genre de elle était pas vraiment, encore une fois, elle cherche l'attention et tout. Alors que ce qu'on sait pas, c'est que souvent, ça fait pas 3 minutes et quart que tu penses à ça. Là. Non, tu réfléchis à ça, c'est une question identitaire que tu as depuis l'adolescence. Puis là, tu sais pas trop c'est quoi parce que tu pas de représentation. Là, c'est un cercle vicieux. Puis quand à un moment donné, tu mets la main dessus, là, tu veux pas avoir de l'air la personne qui ci, qui ça. Fait que là, ça tarde. Absolument. Puis quand tu
décident à le faire, ben là, il y en a qui reprennent ce discours-là. Puis ça C'est ça. Puis la sexualité, c'est flexible aussi. Ça se peut que, comme dans tes années au cégep, t'étais seulement attiré par les hommes, puis hey, tu vieillis, finalement, tu rencontres quelqu'un, tu te rends compte, ah, ben je suis attirée envers les femmes. Il y a une belle représentation dans Grey's Anatomy, justement. On n'arrête pas de parler de ça, mais... Oui, excusez. Mais oui, justement, mais non, c'est un fait. Au lieu de donner des noms, je vais juste expliquer, tu sais, qui est une femme qui a 45 ans, qui a tout le temps été dans des relations hétéros, qui a rencontré une autre femme et c'est beaucoup exprimé de comment elle s'est sentie. Puis, tu sais, elle savait pas du tout, elle s'était jamais posé de questions. C'est dans la 19e saison, là, qui finalement... C'est ça. C'est pour ça que je veux pas spoil personne. Ouais. Mais elle réalise que, ben, elle est aussi attirée envers les femmes, tu sais, mais c'est arrivé super tardivement, puis de son discours, on comprend qu'elle s'est pas nécessairement questionnée avant, tu sais, qu'elle vivait pas nécessairement ce doute-là, mais la sexualité, c'est flexible. Les orientations, c'est flexible. Fait que c'est ça, c'est correct de se rendre compte de quelque chose plus tard ou de faire un coming out à l'âge qu'on veut. C'est en constante mouvance, j'ai l'impression. Oui, puis le coming out aussi n'est pas nécessaire. T'es pas obligé de faire un statement à tes parents. Puis là, encore une fois, je parle d'une position de privilège parce qu'il y en a dans des familles que le coming out est nécessaire, tu sais. Puis tes parents ont comme vraiment besoin de ça pour comprendre, là. Mais c'est pas nécessaire, tu sais. T'es pas obligé. Tu sais, quand on parle de coming out, c'est qu'on est encore en train de créer deux groupes, tu sais. On prend pour acquis que t'es hétéro toute ta vie, sauf si tu dis que t'es pas hétéro. Fait que c'est ça le problème avec le coming out, tu sais. C'est l'obligation de se présenter comme autre. Hey, by the way, je suis différente que toi. Fait qu'il y a comme cette obligation-là qui vient avec le coming out, qui est comme, ben, beaucoup de personnes font le choix de pas faire cette espèce de déclaration comme on voit justement qui est comme plus populaire dans les films dans les années 90, début 2000, là, que le coming out était comme nécessaire. Il fallait faire comme « Hey world, I'm different ». Je pense qu'il y a une plus grande flexibilité, une plus grande tolérance, acceptance. Mais encore une fois, c'est un privilège d'être dans une famille qui t'accueille puis tout ça, où t'as pas besoin nécessairement de faire un coming out. Mais ça fit avec les étiquettes un peu aussi. Là, la fameuse étiquette, ben t'es pas obligé d'étiquetter si tu veux pas avoir d'étiquette. Non, absolument. Mais c'est ça qu'on voit que c'est... Quand tu te poses la question sur le coming out, c'est que tu te rends compte que on prend pour acquis que tout le monde est cis puis que tout le monde est hétéro. Fait que voilà, c'est ça la vie. Puis si t'es différent, faut absolument que tu le dises. Faut qu'on sache. Ouais, faut qu'on sache. Au monde, là, comme tu as mentionné. Exactement. Fait que ça, c'est encore une fois au bac en sexo qu'on se posait ces questionnements-là, qu'on parlait de ça. Mais il y en a qui ça leur fait super du bien aussi, faire un coming out, puis d'affirmer, d'être dans une certaine communauté. Il y a le côté d'appartenance. Fait qu'on dit pas que c'est mauvais, c'est juste qu'il y a un sens critique aussi par rapport tout à fait au coming out. Oui, absolument. Allez, les filles, j'aimerais ça continuer à vous jaser, mais le temps file. Ben déjà. Oui! Mais écoutez, en tout cas, on s'en reparlera, mais je serais bien partante pour une partie 2. Ça m'a donné. Je pense qu'on serait vraiment dans le film. Oui, c'était super intéressant. On a parlé de plein d'affaires. Puis la conclusion, la gang, c'est éduquez-vous des façons ben pour vrai, totalement. Oui. Puis, tu sais, je rapporte justement à votre compte Instagram, Apéro Sexo, le balado aussi. Vous faites du contenu éducatif qui est vraiment top. Puis, vous avez une belle communauté, là. Ben sur Apéro Sexo, là, vous avez une belle communauté. Ça va bien. T'es pas obligé de lire des livres, d'aller au. Tu sais, je veux dire, c'est rendu qu'il y a tellement de podcasts qui existent. Tu peux t'instruire de la façon que tu veux, mais essaye de prendre cette agentivité-là puis pas de le laisser dans les mains des femmes de ta vie. Oui, puis de choisir comment qu'on s'informe. J'ajoute ça aussi. Tout à fait. On a vraiment un choix. On a vraiment un pouvoir d'action sur où est-ce qu'on s'informe. Oui, absolument. Ben merci full de m'avoir jasé. Si on veut, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour vous dans les prochaines semaines, mois que vous voulez plugger? On fait Mural. Fait que venez nous voir. Qui est un festival loin de rue. Ça commence le 7 juin. On fait les 2 week-ends. Fait que du 7 au 9 puis l'autre week-end après. Je suis pas très bonne. Visite, nous faire un petit coucou. C'est nous apporter un popsicle. C'est un... bonne idée, ça, s'il fait chaud, là. Mural, c'est un festival de rue. Fait qu'il ferme Saint-Laurent de Sherbrooke à Mont-Royal. Puis il y a des containers avec les gens comme vendent leurs produits. Des petites entreprises. C'est ça. Fait qu'en fait, on fait Mural parce qu'on fait de la merch. Fait que ça, c'est l'annonce. Oui, pour Apéro Sexo. Je vais aller voir ça. Ouais. Fait que il y a ça qui s'en vient. Sinon, on continue de faire de l'éducation sur les réseaux. On continue le podcast. Puis il va y avoir plein d'autres choses pour les petits événements qu'on va faire cet été, des petits balados live, des petites conférences, des petits trucs comme ça. Là, c'est sûr que ça peut. Puis j'ajouterais que si vous avez un café ou quoi que ce soit, on fait des balados dans les cafés aussi. Fait que si vous êtes au nœud d'un café ou whatever, vous pouvez nous écrire. Ouais, on fait des événements. J'allais dire sur demande, là, tu sais, si vous voulez nous recevoir. On regarde ça en note. C'est full intime parce qu'on n'enregistre rien. Fait qu'on est souvent...
un peu trop ouvertes sur nos vies personnelles dans ces moments-là. Ça crée des full belles discussions avec les gens. Là. Ben oui, c'est sûr. Ah, ben merci full de m'avoir jasé franchement aujourd'hui. Bien contente. Puis, ben, je reste à l'affût parce que ça se pourrait que je vous recontacte dans la prochaine semaine, mois, peu importe. Je répète pour les personnes qui nous écoutent à la maison, en prenant le petit jouet sexuel. Si jamais vous voulez un 15% de rabais sur votre prochaine commande en ligne, faites au erosetcompagnie.com. Vous pouvez le faire avec le code franchement 15. Vous pouvez l'utiliser si ça vous tente aussi. Pourquoi pas. Et ben, on se dit à un prochain épisode. Merci les filles. Merci à toi.